Bonjour, bonjour à tous. Merci vraiment d'être présents avec nous aujourd'hui au domaine du thé pour cette 10e édition de notre Seuil événement consacré à l'économie circulaire. Donc, je suis Leslie Gonçalves, architecte et cofondatrice du groupe Seuil. Et je suis Philippe Gonçalves, architecte également et cofondateur aussi du groupe Seuil, qui regroupe aujourd'hui 3 sociétés, Seuil Architecture, Ouna Ingénierie et Lab Réalisation. Et on compte une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui à Toulouse et Montpellier. Alors, je voulais un peu vous parler de ce lieu. Donc, sachez qu'on est aussi suivi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes là en vrai, mais on a aussi une communauté en live. Bonjour à eux. Donc, et ce lieu, donc le domaine du thé, c'est un endroit de 8 hectares, un domaine qui a une gestion naturelle, avec 1500 arbres qui ont été plantés pendant ces 10 dernières années. Vous voyez le puits là-bas en partie centrale, donc il y a toute une gestion d'eau de pluie sur le site, un potager bio, du compost. Donc ce site nous permettait aussi de vivre cet événement à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et vraiment c'est ce qui nous a plu. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est cet événement qui a été rendu possible aussi grâce à nos 22 partenaires qui croient en nous, qui nous suivent souvent, et on parlera d'eux un peu plus ce soir. Et puis aussi et surtout cette idée de parler aujourd'hui de l'économie circulaire. Pourquoi faire avec le déjà là ? C'est un sujet qui nous a pris aux tripes, notamment ces 3 dernières années, encore plus viscéralement que les autres, puisque effectivement jusqu'à maintenant on travaillait plutôt sur des projets sur le biosourcé, sur le participatif, sur la renaturation du site, et travailler en fait avec des matériaux existants, des équipements existants. C'est l'opportunité pour nous d'aller moins puiser dans les ressources, de préserver cette nature et de faire avec tout simplement ce qui est déjà là et ce qu'on peut réemployer. L'objectif aujourd'hui de notre programmation, c'est vraiment de vous offrir un large panorama de ce qui est possible, et surtout que vous puissiez partir en vous disant mais en fait demain je peux faire moi dans mon entreprise ou à titre personnel du réemploi. On va vous donner des clés, et c'est ça qu'on a cherché à faire aujourd'hui. Et donc effectivement, on se programme de manière un peu plus approfondie, même si vous avez eu tous le petit programme entre vos mains. On va démarrer cet après-midi avec 2 interventions de 20 minutes. La première avec Suzanne Marié, architecte et responsable du pôle environnement et AMU, donc assistance à maîtrise d'usage chez Ouna Ingénierie, qui va venir nous préparer un peu le socle commun, d'essayer de démocratiser un peu qu'est-ce qu'est le réemploi, ou en tout cas comment dans le bâtiment et pour notre équipe on le met en place. Donc l'objectif c'est vraiment d'établir une culture commune. Et ensuite on a le plaisir d'accueillir Elisabeth Gelot, avocate spécialisée en environnement et plus spécialement en économie circulaire chez Scov Avocat à Lyon, qui va venir au travers justement de quelques exemples très précis, illustrer un peu les possibles et les différentes typologies qu'il peut y avoir à travailler avec ce sujet-là. Et puis, on enchaînera ensuite avec la table ronde. On fera un petit peu de manipulation pour recaler les tables, et on aura l'occasion d'accueillir des acteurs engagés sur l'économie circulaire en Occitanie. Et tout ceci co-animé avec Suzanne et Fabrice Birolo, architecte aussi ingénieur chez Ouna Ingénierie, aussi sur le pôle économie circulaire. Et avant de laisser justement la parole à Suzanne, je voulais aussi à mon tour remercier très chaleureusement tous nos clients, partenaires, entreprises et fournisseurs qui sont avec nous aujourd'hui ou qui sont sur le live aussi, qui pour la plupart nous suivent depuis nos tout débuts en 2005, et notamment en 2012 lorsqu'on a créé notre premier événement au fond du jardin. Alors certaines doivent être par là et s'en souviennent. Je ne sais pas qui était parmi nous déjà en 2012. Qui lève la main?
Il y en a quelques-uns. Les autres vont arriver plus tard, je pense, ce soir. Et donc, on était déjà effectivement dans cet effet garden party à la maison. Aujourd'hui, on a le privilège effectivement d'être dans ce lieu qu'a évoqué Leslie, de plus de 8 hectares. Donc, il y a toujours une question de jardin avec nous, certes un peu plus grand. Et donc, on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, ça plus entendre, place au partage. Et Suzanne, je te laisse la parole. Merci, à tout à l'heure. Donc, on connaît tous ce moment où, à un moment donné, sur le réemploi, on est arrivé et on ouvrait nos chantiers au moment de la déconstruction. Quand on allait démolir un bâtiment, on ouvrait le chantier, les gens venaient et récupéraient ce qu'ils avaient envie de récupérer et repartaient avec ces matériaux-là. C'était déjà du réemploi. Aujourd'hui, la particularité, c'est que le réemploi, on le fait avec des exigences qui sont celles des marchés publics, des marchés privés. Et du coup, on met le réemploi dans une autre dimension. Réemploi, généralement, on ne sait pas où se situer. On ne sait pas vraiment le définir. On ne sait pas est-ce qu'il a le statut déchet, est-ce qu'il n'a pas le statut déchet. C'est un peu flou tout ça. Donc, il y a une très belle pyramide qui a été faite, ou plutôt une pyramide inversée qui a été faite, sur lequel on a classifié et on a essayé de dire où est-ce que se situait cette notion de réemploi. Donc avant de faire du réemploi, on a souvent cette notion de prévention. C'est comment est-ce que je ne crée pas de déchets, donc comment est-ce que j'évite la création de tous les déchets. Notamment, par exemple, de prendre la décision de faire une réhabilitation plutôt que de démolir un bâtiment. Ça, c'est un peu la première étape pour faire du réemploi. La deuxième étape, c'est justement cette notion de réemploi. C'est d'utiliser un matériau pour la même chose qu'il a été produit à la base. La définition stricte du réemploi, c'est ça. C'est de dire, j'ai une porte, je la déconstruis et je la remets en tant que porte. Ok, très bien, ça c'est du réemploi. Et on a un peu étendu cette notion-là au réemploi avec le détournement d'usage. C'est-à-dire, on prend une porte et on en fait par exemple une table. Ça s'appelle du réemploi aussi, mais on a détourné l'usage de la porte pour en faire une table. Pourquoi est-ce qu'on le différencie de la partie réutilisation, qui a à peu près la même définition, c'est-à-dire d'utiliser une porte pour en faire une table, mais on le classifie normalement dans la réutilisation, mais le réemploi avec détournement d'usage, la chose qui différencie avec la réutilisation, c'est la notion de déchet et de non-déchet. Le réemploi, c'est considérer une matière comme un non-déchet. La réutilisation, votre élément, passe en statut de déchet. Et ça, au niveau réglementaire, on verra, ça impose des choses en termes de transport, en termes de gestion, qui est différente du réemploi. En dessous de la réutilisation, on a cette notion de recyclage. Donc, c'est le fait de passer et de valoriser une matière. Puis la notion de valorisation énergétique, donc prendre une matière, l'utiliser pour en faire et récupérer l'énergie, une fois qu'on l'a incinérée. Et enfin, l'incinération et l'enfouissement, qui est la notion la plus basse dans la pyramide de valorisation, qui est vraiment la notion à éviter. C'est bon pour tout le monde ? Même si c'est une redite ? Donc aujourd'hui, la chance qu'on a sur les réemplois, ou en tout cas sur la facilité qu'a le réemploi, c'est qu'il a un contexte favorable. Un contexte favorable parce qu'aujourd'hui, on a plutôt une évolution législative qui va dans le sens du réemploi. Je pense qu'Elisabeth Gelot va nous en parler ou peut-être l'abordera. Mais en tout cas, on a une évolution législative avec la loi Grenelle, avec la loi AGEC, qui facilite l'utilisation, ou en tout cas l'utilisation du réemploi. On a aussi le fait qu'en France, on se base sur un socle où la construction, le BTP, produit énormément de déchets. Est-ce que quelqu'un, je pense que oui, sait dans l'auditoire combien produit la construction de déchets ? Sur les 100% de déchets qui sont produits aujourd'hui en France, combien produit la construction ?
Lancez-vous. C'est la bonne réponse. 70%. La construction produit 70% des déchets en France. La construction BTP et TP. Tout compris, 70% des déchets sont issus de la construction. Donc c'est 40 millions de tonnes de déchets qui sont produits rien qu'avec la construction. Donc vous, par habitant, c'est quasiment 3400 kilos rien que pour une personne, pour un Français. Ça parle pas trop. C'est 8 fois plus que ce que vous produisez en déchets ménagers. On produit aussi énormément, on utilise aussi beaucoup d'énergie avec la construction, 43%, et on produit également énormément de gaz à effet de serre, 23%. Donc tout ça, mis bout à bout, on se dit, mais du coup, le réemploi, ça a du sens. Et quand on le pousse en plus à l'extrême, on se dit, le fait de faire du réemploi, c'est aller dans une économie circulaire plutôt qu'une économie linéaire. On supprime l'étape de fin de vie et on supprime l'étape de production. Donc tout ça tournant dans une économie circulaire, on limite l'utilisation d'énergie et on limite la production de gaz à effet de serre. Et ensuite, pour le dernier point, je pense que c'est la notion d'exploitation de ressources, c'est de dire que aujourd'hui, le fait de faire du réemploi, c'est limiter notre impact sur les ressources naturelles et sur l'exploitation de ces ressources naturelles. Donc tout ça pose un socle qui fait que c'est favorable au réemploi. Et dernière chose, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est le Covid. C'est ce fameux arrêt mondial qui a fait qu'on a eu les prix ont augmenté, on a eu une pénurie de matériaux et du coup des difficultés d'approvisionnement. Donc l'hyperlocal, ou en tout cas cette hyperloop locale, devient porteuse de sens puisqu'on peut, d'un chantier, approvisionner des matières sur un autre chantier. On verra que sur la théorie, et j'espère que je vous ai convaincu, que le réemploi est assez facile, ça a du sens. C'est maîtriser les ressources, c'est maîtriser l'énergie, maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. On verra que dans la pratique, juste après, il y a des choses à mettre en place. On n'y arrive pas, c'est pas juste on prend une matière, on la remet sur un chantier. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des fonctionnements de marché sur lesquels il faut bien que la matière elle soit déposée par quelqu'un et qu'elle soit réutilisée par quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce qu'on fait ces passations-là? Comment est-ce qu'on fait ces cessions de matériaux? Ça, c'est des choses qu'on va développer après par la suite. Donc, tout ça pour vous dire que le réemploi, ça demande aussi, on va dire, cette théorie, ou en tout cas ce niveau intellectuel-là, ça demande souvent un accompagnement de toutes les parties, des maîtrises d'ouvrage, donc avec les fameux AMO, mais c'est aussi de la sensibilisation, de la formation. Comment est-ce que moi, en tant que maîtrise d'ouvrage, j'arrive sur ce domaine du réemploi? C'est aussi ce diagnostic. Qu'est-ce que dans mon bâtiment, finalement, est réemployable? À quel moment je me dis, ça a vraiment du sens et ça peut être réemployable? On verra plus tard, avec nos différents intervenants, que la façon aussi de caractériser le matériau et le retour d'expérience nous dira si, effectivement, c'est un élément réemployable. C'est aussi toute cette notion de, quand je disais caractériser les matériaux, c'est le diagnostic. C'est comment est-ce que je diagnostique. Donc aujourd'hui, on entend un peu parler de ce mot barbare. On ne parle plus de diagnostic déchets, mais de diagnostic PEMD. Produits, équipements, matériaux et déchets. Ça, c'est un truc un peu barbare là, qui apparaît. Mais en tout cas, c'est cette nouvelle notion de dire qu'est-ce qui est réemployable et qui n'est pas du déchet. Après, c'est aussi l'accompagnement à la rédaction des CCTP et des pièces marchées. C'est des pièces écrites qui permettent de consulter les entreprises. À un moment donné, il faut bien qu'on s'inscrive, si on veut massifier le réemploi, dans les cadres de marchés légaux. Enfin, ceux qu'on voit et ceux qu'on a l'habitude, en tant que maîtrise d'ouvrage, en tant que client, de voir passer. Donc, comment est-ce qu'on s'inscrit dans ces pièces-là? Donc, c'est l'accompagnement aussi à intégrer ces notions-là. C'est aussi faire le retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
qu'est-ce qui, à un moment donné, a valeur à être produit et qu'est-ce qui finalement coûte trop cher et finalement une aberration parce que va coûter trop d'énergie à être mis en place. Donc c'est aussi cette notion-là, ou en tout cas ces notions-là, qu'il faut mettre en place. On a aussi, on va dire, l'encadrement aux entreprises, à dire, OK, je comprends, à un moment donné, je comprends que tu ne puisses pas le faire, on va quand même essayer. Et à un moment donné, si ça ne fonctionne vraiment pas, t'inquiète pas, on passe à autre chose. Mais c'est expérimenter, donner la place d'eux. Et enfin, structurer le territoire. La filière, notamment la filière de réemploi aujourd'hui en Occitanie, a besoin nécessairement d'être structurée par une multitude d'acteurs. À la fois ceux qui déposent, à la fois ceux qui conditionnent, à la fois ceux qui vont transporter ces matières, à la fois ceux qui vont stocker, à la fois ceux qui vont remettre des étiquettes, ceux qui vont revendre. Donc on voit que il y a beaucoup de blocs, c'est tous les maillons d'une chaîne qu'il va falloir structurer et forcément mettre en avant et organiser. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le groupe Seuil et nous particulièrement chez Ouna Ingénierie et le pôle réemploi, on accompagne nos maîtrises d'ouvrage, etc. Et on accompagne aussi à la structuration de la filière. On travaille au quotidien avec des maîtrises d'ouvrage, avec des entreprises, avec des bureaux d'études, pour justement faire que le réemploi ne reste pas juste dans la théorie, ne soit pas complètement à l'opposé du faire, de l'expérimentation, du réel, et de dire comment est-ce qu'on réconcilie les deux. On ne parle pas seulement dans les livres, dans la Bible, mais comment est-ce que finalement, concrètement, on arrive à sortir des projets qui intègrent du réemploi ou des projets de réhabilitation qui sauvent ou conservent certains éléments pour en faire des vraies ressources pour d'autres chantiers. Enfin, je pense que je vais clôturer là avant la prochaine intervention. Je pense que nous, on est vraiment dans une massification du réemploi. Quand on dit massification, c'est organiser tout ça. Mais on est vraiment au démarrage. Donc si on compare, on va dire, le réemploi à une courbe qui, sur l'échelle de temps, pardon, c'est un peu caché pour les gens qui sont là-bas sur le côté. Donc si sur une échelle de temps, il y a 3% d'aventuriers qui se sont dit « Allez, vas-y, on y va, on fait du réemploi, on chope casque à pointe et on y va. » Il y a 13% d'opteurs précoces. C'est les maîtrises d'ouvrage qui ont décidé de faire confiance à ces aventuriers et à suivre le mouvement. Après, il y a souvent un petit gouffre qui se fait. Et puis, il y a une majorité précoce, des suiveurs. Et enfin, il y a les retardataires, ceux qui s'y sont pas mis. Ceux qui vont suivre le mouvement parce que finalement, ils n'ont plus le choix, que réglementairement, ils sont obligés de suivre et que même si ça les fait... C'est comme ça. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, tous autant que vous êtes, donc, les intervenants sont les aventuriers que vous allez voir aujourd'hui. Vous êtes les adopteurs précoces parce que si vous êtes là, c'est que à un moment donné, vous êtes intéressé par le sujet, que vous avez envie de transmettre ou en tout cas même envie de vous renseigner sur. Et enfin, il y aura la majorité et ça deviendra la norme. L'objectif aujourd'hui, vraiment, c'est de vous montrer que le réemploi, c'est possible, que c'est faisable, qu'on a expérimenté déjà des choses. Même si à Toulouse, ça débarque, peut-être qu'à Paris, à Lyon, ils ont déjà fait des choses. Donc c'est aussi de dire que l'échelle nationale du réemploi va nourrir la structuration des filières qui sont peut-être un peu plus tardives chez nous, mais qui démarrent et qui démarrent quand même fort. Donc voilà, sur le réemploi, la base du réemploi, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelques petites questions, sachant qu'on va développer, et je vais appeler, sans plus attendre, Elisabeth Gelot. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a peut-être quelques questions rapides ? Non ? Bon, c'est pas grave. Donc, j'introduis juste Elisabeth. Merci d'être là parmi nous. Donc, Elisabeth Gelot, elle est avocate associée chez SCOV Avocats. Philippe l'a introduit tout à l'heure. Elle accompagne les institutionnels, les pouvoirs publics, les sociétés
dans les problèmes contractuels, d'urbanisme, et plus particulièrement sur la question de l'économie circulaire et du développement durable. Bienvenue. Merci Suzanne. Alors j'ai 20 minutes, donc ça va être un gros challenge. Je peux avoir un débit vraiment très intense. Je vais vous épargner, mais du coup j'espère qu'on approfondira pas mal d'aspects dans le cadre de la table ronde. Ma mission aujourd'hui, c'était de vous présenter un peu un tour du champ des possibles. Moi, ça fait de nombreuses années que j'accompagne effectivement des aventuriers, donc on a développé plein de solutions. Il y a vraiment des centaines de solutions. Le but, c'était aujourd'hui de vous les présenter du point de vue strictement juridique, tout ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, je n'ai pas forcément expertise technique, mais Suzanne aura potentiellement pour vous éclairer sur ensuite comment ça se passe, ou l'expertise sur le chantier, ce qui se passe. Mais l'idée, c'était de vous présenter un petit peu les solutions. Alors, pour contraster un petit peu ce qui vient d'être dit, je vous rassure, le droit est toujours linéaire. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont essayé de faire de l'économie circulaire sur leur projet, ils se sont rendus compte que c'était effectivement problématique et qu'il y a beaucoup de choses où le cadre juridique ne matche pas et où généralement les services juridiques répondent « ça va pas être possible ». Mais moi, d'expérience, je peux vous dire que tout est possible et on peut distinguer finalement trois démarches pour boucler la boucle qui peuvent être menées et qui sont finalement mon expérience du point de vue strictement juridique, c'est quelque part des niveaux, c'est-à-dire un peu niveau 1, niveau 2, niveau 3, et les challenges et les enjeux derrière aussi économiques, etc., sont plus ou moins importants. Donc je vous conseille pour les initiés de commencer par le niveau 1 et puis de passer à la deuxième étape et ensuite de réfléchir à la troisième parce qu'effectivement sinon si on saute des étapes le niveau peut être un peu élevé. Le premier volet c'est effectivement extraire la ressource, donc c'est prescrire le réemploi au stade de la déconstruction ou de la réhabilitation. Ensuite ça va être utiliser la ressource, donc prescrire la réintégration de matériaux dans de nouveaux projets ou dans un projet de réhabilitation. Et puis le dernier niveau c'est d'organiser la ressource et c'est de réfléchir à structurer la filière sur le territoire. Sachant qu'encore une fois, pour que la boucle soit bouclée, il faut bien de toute façon faire les 3 étapes, mais encore une fois, à votre petite échelle personnelle, je vous conseille d'y aller progressivement. Pour ce qui est d'extraire la ressource et donc de prescrire le réemploi à partir du bâti existant, d'abord, je vous rappelle que ce n'est pas une option. Pour le coup, cette fois-ci, c'est une obligation. Donc, la pyramide qu'a évoquée Suzanne, la hiérarchie des normes, c'est une obligation qui pèse sur les maîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux, qui est de privilégier le réemploi à chaque fois que c'est possible dans les conditions techniques et économiques et de gérer notamment ces éléments conformément au principe de proximité, c'est-à-dire de privilégier des filières locales et de contribuer à les pérenniser. Donc ça, c'est un texte qui existe déjà depuis plusieurs années dans le Code de l'environnement, malheureusement qui est un peu sous-coté, et pourtant qui pourrait être sanctionné pénalement, mais ça n'intéresse pas les parquets. Mais en tout cas, c'est une obligation légale, voilà, donc le jour où on décide de s'y atteler, il vaut mieux le respecter. Une fois qu'on s'est dit ça et qu'effectivement il faut privilégier le réemploi sur les projets, comment ça fonctionne? Effectivement, la loi AGEC est venue renforcer le diagnostic déchets qui existait avant et aujourd'hui c'est le fameux diagnostic dont parlait Suzanne, PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, où pour toutes les opérations de plus de 1000 m², on va devoir, avant d'envisager effectivement de déconstruire tout ça, organiser, caractériser et classifier les déchets, les flécher vers les bonnes filières et voire même pour le réemploi, évoquer les enjeux logistiques et économiques autour du réemploi. Donc ce diagnostic PEMD qui est obligatoire seulement depuis cet été parce que nous avons mis 3 ans à sortir des textes d'application, mais c'est pas grave, c'est quand même bien, il est là maintenant, il est obligatoire. Faut bien garder en tête, encore une fois, il est obligatoire, il peut tout à fait être fait même en dessous de 1000 m² quand il n'est pas obligatoire. C'est vraiment la première étape et la base pour privilégier le réemploi, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que j'ai qui est réemployable et à quel coût et dans quelles conditions de dépose, etc. Donc ce diagnostic PEMD, il faut le prescrire. Parfois, s'il est très très bien fait, il peut suffire. Généralement, si vous privilégiez un critère prix, il va être pas bien fait. Et dans ce cas, il faudra généralement le compléter avec un diagnostic ressources qui ira plus loin sur le sujet du réemploi et qui ira plus loin dans la caractérisation. Et généralement, de toute façon, quand on veut aller un peu loin sur ce sujet-là, on prend un diagnostic ressources qui prolonge un petit peu ce diagnostic réglementaire.
Ça, c'est la première étape, donc en amont de toute façon de la passation des marchés de travaux à minima, et puis souvent c'est ce qu'on fait en phase de programmation, ce diag. On peut faire par l'architecte du projet, on peut le faire aussi par un tiers. En revanche, il y a des règles de conflit d'intérêt, donc on ne peut pas le faire par une entreprise de travaux ou par une société qui aurait des liens avec elle. Ensuite, la deuxième étape qu'on a introduite avec la loi AGEC pour sécuriser le réemploi, c'est l'autre problème qu'évoquait Suzanne, c'est de dire il y avait vraiment une frilosité. Est-ce qu'il y a un statut de déchet de ce qui va quitter mon chantier? Parce que s'il y a un statut de déchet, il y a une responsabilité ad vitam aeternam sur ce qui va se passer avec ces matières-là pour le maître d'ouvrage et pour l'entreprise de travaux. Donc autant vous dire que ça en refroidissait plus d'un. Donc on a, avec l'ordre des architectes, on a fait inscrire dans le code de l'environnement un critère objectif qui est qu'il faut que sur le chantier, avant que les matériaux quittent le chantier, il y ait un opérateur qui a la capacité de contrôler ce qui est réemployable, qui vérifie justement que c'est bien réemployable. Ce critère, aujourd'hui, il n'y a pas de précision sur qui est cet opérateur. Ça peut être n'importe quel acteur du réemploi, ça peut être l'entreprise de travaux, etc. Le tout pour l'administration, c'est d'être sûr finalement qu'il n'y a pas des matériaux qui partent en benne avec du dangereux et puis qui derrière vont se retrouver dans une recyclerie. Pour résumer, encore une fois, c'est vraiment ça l'enjeu. Pour les maîtres d'ouvrage, ce que je vous conseille de faire, c'est un outil que généralement votre AMO va vous proposer. Ce sont des fiches de traçabilité, parce qu'il n'y a pas comme il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de bordereau de suivi de déchets, il n'y a pas de track déchets, il n'y a pas de tout ça. Mais on fait des fiches de traçabilité qui permettent de vérifier que les matériaux sont partis du chantier, qu'il y a bien cet opérateur qui a fait un petit check pour dire c'est bon, ça a été conditionné, ça a été remis à un repreneur réemploi. Et comme ça vous permet de suivre vos matériaux. Et voilà, ça a même de toute façon, même si vous arrivez à les tracer jusqu'au chantier final, ça vous permet de savoir et d'avoir un petit peu l'histoire sur où est-ce qu'ils ont fini par être réemployés. Donc ça, c'est l'étape suivante sur le chantier. Et la dernière question, et la plus touchy effectivement qu'évoquait Suzanne, c'est les questions de cession. Donc effectivement, comme on n'est pas sur du déchet et qu'on est vraiment sur des biens meubles, il faut les céder, il faut les vendre comme on vendrait une chaise, une table, etc. Et donc ça, en gros, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on les cède directement via le marché de travaux ou via le zéro à l'acteur en question. Donc ça, pour ça, il faudra bien faire attention. On peut en discuter plus tard si vous voulez, mais il y a des règles fiscales pour ne bien formuler la clause et les pièces financières pour ne pas carotter de la TVA à l'État en déduisant la valeur des matériaux de la base imposable. Voilà, c'est une pratique assez courante chez les démolisseurs qui a occasionné beaucoup de jurisprudence européenne et nationale. Donc voilà, il y aura des redressements à mon avis sur ce sujet assez vite si jamais tout le monde continue à déduire la valeur des matériaux et à carotter de la TVA. Donc ça, c'est la première option que je vous conseille, c'est la plus simple, c'est finalement de céder les matériaux à soit votre entreprise de travaux, soit un acteur de l'ESS qui aura un lot dédié pour faire la dépose et pour valoriser ces matériaux-là. C'est la plus simple pour vous. C'est celle que je vous conseille. Après, si vous voulez, vous avez des partenaires sur le territoire ou d'autres maîtres d'ouvrage à qui vous voulez céder ou une stratégie plus complexe, vous pouvez les céder vous-même. Dans ce cas-là, il faut bien faire attention à vos contrats de cession, surtout si vous les vendez, parce que pour le coup, il y a vraiment des responsabilités qui sont liées à la vente, la garantie des vices cachés, la délivrance conforme. Donc voilà, faites attention quand vous signez des contrats de vente qui soient particulièrement adaptés. Et la dernière solution que vous avez, vous pouvez aussi confier sinon à votre AMO ou via un lot zéro ou peu importe à un acteur un mandat de cession pour qu'il gère sur le chantier les cessions pour vous. Ça, encore une fois, ça peut être plus pratique, surtout pour les grosses maîtrises d'ouvrage où ça devient un petit peu l'usine à gaz s'il faut signer des contrats de cession. Donc ça, voilà, du point de vue commande publique, je ne sais pas s'il y a des maîtres d'ouvrage publics, mais voilà, tout ça, bien sûr, enrobé dans des problématiques de commande publique et surtout, attention pour les maîtres d'ouvrage publics au Code général de la propriété des personnes publiques qui encadre vos cessions. Donc là, encore une fois, il y a des procédures et des conditions à respecter. Mais si vous voulez, on en parlera plus en détail. Mais en tout cas, petit point de vigilance. Et le dernier sujet sur cette histoire d'extraire la ressource, c'est les enjeux de prescription. Donc là, encore une fois, il y a plein de solutions qui sont possibles. Soit vous pouvez créer ce qu'on appelle le fameux lot 0, lot 1, le lot réemploi, où on va confier, on peut en profiter pour faire un lot réservé, confier à un acteur de l'ESS ou à un acteur un peu spécialisé, la dépose, la repréparation et la transformation des matériaux, le stockage, etc. Soit on peut confier simplement le réemploi à l'entreprise de travaux et dans ce cas-là, lui fixer notamment des objectifs.
exécutif. Attention aux pénalités trop fortes, parce qu'aujourd'hui, le réemploi, il y a quand même beaucoup d'aléas qui ne sont pas forcément imputables à l'entreprise de travaux. Donc souvent, les entreprises de travaux, si elles voient des pénalités trop fortes sur le réemploi, même les acteurs du réemploi, ils se disent moi, je ne réponds pas parce qu'on ne va pas y arriver. Donc, molly-mollette sur les pénalités. Voilà, mais en tout cas, j'insiste encore une fois sur l'opportunité parfois et le levier de mettre des clauses sociales ou de faire des lots réservés sur ce sujet du réemploi au stade de la déconstruction sélective, parce qu'il y a beaucoup de structures d'insertion ou d'acteurs de l'ESS qui sont susceptibles de se développer sur ce pan-là. 2 petits exemples à citer. Par exemple, un bailleur social, un OPH en Auvergne-Rhône-Alpes que j'ai accompagné, qui a généralisé une pratique de cession des matériaux réemployables aux entreprises via ses marchés de travaux sur toutes ces opérations soumises à un diagnostic PEMD. Et donc, ce qui avait permis de faire une délibération cadre et ensuite de systématiser et d'inclure toujours les mêmes clauses dans tous les marchés. Donc, ça, encore une fois, ça reste une bonne solution pour tout ce qu'on ne peut pas réemployer sur le site. Et puis après, je vous ai aussi signalé des solutions de commercialisation des matériaux. Vous avez des plateformes en ligne. Alors, je n'ai pas forcément en tête celles dans votre territoire qui sont actives, mais en tout cas, vous en avez par exemple CycleUp qui est une plateforme nationale. Vous avez pas mal de plateformes qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage, pareil, d'essayer de maximiser cette phase de commercialisation et de trouver des repreneurs, parce qu'encore une fois, c'est ça qui peut prendre du temps à votre AMO, qui va utiliser les réseaux sociaux, etc. Donc parfois, envisager des solutions de commercialisation via des plateformes ou des acteurs, des reconditionneurs ou des acteurs de territoire qui sont OK pour vous les racheter. Voilà, encore une fois, c'est un peu un enjeu de sourcing pour ces démarches-là, d'identifier la solution pour, encore une fois, ne pas perdre du temps sur le chantier, parce que sinon, on finit par tout mettre à la benne parce qu'on craque, et c'est humain. Donc ça, c'était le premier volet, extraire la ressource. Le deuxième niveau, utiliser la ressource. Donc là, on va réintégrer des matériaux de construction sur des projets de neuf ou de réhabilitation. Attention, ça devient déjà plus chaud puisque y a les assureurs. Donc, concrètement, et les bureaux de contrôle. Enfin, encore une fois, ils sont quand même plus coopératifs, mais tout ce beau monde est quand même pas des plus friands des techniques innovantes. Je rappelle simplement que là, encore une fois, c'est une obligation pour certains maîtres d'ouvrage de veiller au recours à des matériaux de réemploi. Ça concerne toutes les personnes soumises au code de la commande publique. C'est un article du code de l'environnement. Donc ça, encore une fois, pour les personnes publiques, quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a aussi des leviers. Pareil, les personnes publiques, je vous rappelle qu'avec la loi climat, d'ici 2026, il faudra mettre des spécifications environnementales, des conditions d'exécution environnementale, des critères environnementaux. Enfin, ça va vous tomber dessus comme une avalanche. Donc le mieux, c'est de se mettre au réemploi tout de suite. Comme ça, vous aurez tout prêt et il n'y aura pas de désorganisation. Et puis dernier levier aussi pour la construction en neuf, il y a la RE 2020 qui favorise très significativement les matériaux de construction, puisque dans l'analyse de cycle de vie, leur impact est considéré comme nul sur tous les pans. Donc c'est-à-dire que même par exemple pour le transport, etc. Donc c'est vraiment quand même très bien. Je sais que le biosourcé peut faire mieux au regard aujourd'hui des règles de calcul, mais le réemploi reste quand même une très bonne solution. Sur ce volet de la construction, à quoi il faut penser juridiquement sur les questions de prescription. En gros, vous avez 3 principales options. Soit vous demandez à votre entreprise de travaux de fournir vos matériaux, vous lui fixez des objectifs. Selon moi, c'est une très bonne solution, notamment pour certains flux, peut-être qu'on rentrera plus dans le détail, qui sont facilement acceptés par les assureurs et qui sont largement disponibles. Et comme ça, les entreprises aussi sont plus partantes, peuvent monter en compétences. Voilà, donc sur des lots où le réemploi est simple, ça peut être vraiment bien de passer par ce volet-là. Quand ça devient plus complexe, qu'on veut plus de réemploi ou des matériaux plus compliqués, ou voilà, on peut aussi créer, toujours encore une fois, un lot dédié fourniture et approvisionnement du réemploi. Ce lot-là, encore une fois, généralement les assureurs et les bureaux de contrôle adorent, puisque ça permet d'avoir un acteur sur qui taper, qui remplace un petit peu les fournisseurs habituels de matériaux neufs. En revanche, ça pose d'autres problématiques, puisque généralement les entreprises de travaux, eux, sont moins fans, puisqu'ils perdent du coup la fourniture, et puis ils se retrouvent à devoir gérer des matériaux qu'ils n'ont pas fournis, donc parfois ils ne sont pas contents. Donc il faut organiser un inventaire contradictoire. Donc voilà, en termes de gestion du chantier, c'est pas forcément ensuite au niveau
des relations avec les entreprises de travaux le plus simple. Mais en tout cas, en termes d'acceptabilité assurantielle, souvent, c'est le mieux. Et la dernière solution qu'on retrouve aussi, c'est la fourniture par le maître d'ouvrage. Ça, encore une fois, c'est possible aussi. C'est possible. Là, encore une fois, il faudra prévoir un inventaire pour que l'entreprise de travaux puisse valider les matériaux qu'elle est OK pour remettre en œuvre. Parce qu'on peut pas lui imposer ça quand même. De toute façon, elle sera responsable si jamais il y a un problème avec les matériaux. Donc, ce serait un petit peu déloyal. Voilà, donc c'est un peu les 3 solutions principales en termes de prescription. Comme on l'a vu, il faudra gérer l'aléa sur la fourniture parce que parfois on n'arrive pas à trouver tout ce qu'on voulait ou parfois il y a de la casse. Voilà, c'est les aléas. On rentre dans la vie plus standardisée des usines. Donc, pour ça, encore une fois, en termes de commande publique, il faut bien le prescrire. Il faut mettre des clauses de réexamen automatiques avec des BPU pour derrière pouvoir substituer et prévoir du neuf. Donc voilà, donc sur ce volet-là, attention à la commande publique, gérer l'aléa correctement, pas mettre des PSE, des trucs qui n'ont rien à voir. Mais voilà, encore une fois, chaque stratégie, il faut regarder, mais il faut être vigilant et prescrire correctement. Et puis, juste finir sur cette question de réintégrer la ressource. Comme je vous l'ai fait comprendre à demi-mot, le petit sujet aujourd'hui est quand même très assurantiel. La position aujourd'hui des assureurs, qui est contestable en fonction des familles de matériaux, mais personne n'a envie de rentrer dans un clash avec son assureur, c'est qu'ils considèrent que ça ne rentre pas dans les techniques courantes de construction et donc qu'il faut concrètement négocier. Et en fait, ce que eux veulent, c'est avoir un nouveau chaînon à taper si jamais il y a une différence du matériau, puisque il n'y a pas de garantie fabricant avec les matériaux de réemploi. Il n'y en a plus. Généralement, ils ont plus de 10 ans et puis de toute façon, ils ont été altérés. Donc voilà. Donc souvent, il faut faire une requalification technique. Soit le bureau de contrôle peut étendre sa mission et gérer cette requalification technique et dire ce tampon, OK, je considère que les performances sont bonnes. Dans ce cas, l'assurance suit puisque le bureau de contrôle a une décennale et souvent, ils sont très contents. Soit cette requalification, elle nécessite de passer des marchés complémentaires, notamment pour aller plus loin dans la caractérisation, avoir des laboratoires qui vont revalider certaines performances, etc. Donc ça, encore une fois, c'est pour ça que plus on y prend en phase amont dès la programmation et ensuite avec la maîtrise d'œuvre, déjà à ce stade-là, commencer à discuter avec les assureurs sur les protocoles, etc., mieux c'est pour ne pas avoir des temps supplémentaires et qui se calent mal dans le planning. Et 2 exemples sur utiliser la ressource. Je vous ai mis un réemploi d'une charpente métallique entre une commune et un syndicat de gestion des déchets, donc qui était un vrai challenge puisqu'il fallait synchroniser le transfert des risques de la charpente et passer 2 marchés et avec la même entreprise. Enfin, c'était vraiment un truc high level et tout ça pour vous dire ça a été fait, donc tout est possible. Et puis l'autre volet, c'était un réemploi in situ par une université. Donc les universités, elles peuvent pas donner, c'est très compliqué pour céder, etc. parce qu'elles dépendent de l'État. Mais donc ce que l'université avait fait, c'est qu'elle avait fait déposer les matériaux et ensuite elle avait passé un AMI avec des associations étudiantes pour organiser en fait des projets de conception avec ces matériaux de nouveaux mobiliers qui ensuite ont été massifiés, ont été déployés dans le nouveau campus. Donc voilà, encore une fois, il y a plein d'opportunités et il peut y avoir aussi une logique pareille de coopération avec les acteurs du site. Et donc le dernier volet sur lequel de toute façon je serai bref, c'est organiser la ressource. Il y a du réemploi à l'échelle du territoire. Tous ceux qui ont commencé à faire de l'économie circulaire se rendent compte. En gros, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un tissu et qu'il y ait une filière qui se structure. Sinon, c'est compliqué, il y a trop de délais, on ne trouve pas les stocks, etc. Et pour ça, il faut vraiment que les politiques publiques se mobilisent. Il faut structurer l'offre et la demande. Il y a 2 sujets principaux qui sont possibles à envisager pour les personnes publiques et où il y a un plaidoyer où, encore une fois, il faut que les acteurs le fassent. Intégrer à la planification et généraliser la contrainte. Donc, c'est encore une fois que ce soit avec les plans de gestion des déchets ou que ce soit avec le plan local d'urbanisme, peu importe. Il faut vraiment que dans tous les outils de planification, cette problématique d'économie circulaire du territoire elle soit prise en compte. Et puis, il y a le second sujet que vous connaissez sûrement, qui est celui
qu'il faut du foncier pour installer ces nouvelles activités et que plus c'est dense et plus il y a de matériaux, plus concrètement on est dans des espaces où le foncier coûte cher et où il faut arriver à mobiliser ce foncier, à pérenniser ces activités de reconditionnement, de valeur ajoutée sur ces matériaux, etc. Donc dans ces deux cas-là, encore une fois, les acteurs ne peuvent pas tout. Il est impératif qu'il y ait vraiment un élan du côté des personnes publiques. Et je vous avais simplement mis aussi pareil, il y a vraiment un terrain de prédilection aussi sur cette question de structurer l'offre et la demande sur un territoire, c'est tester à l'échelle d'une ZAC. Et on avait publié notamment avec le cabinet un guide sur les différentes étapes pour structurer justement une dynamique d'économie circulaire au sein d'une ZAC. D'expérience, après en avoir vu plusieurs, c'est vraiment le meilleur terrain et ça permet notamment de tester ces questions de plateforme dans le cadre d'urbanisme transitoire, etc., pour après potentiellement pérenniser ces activités, faire émerger encore une fois des acteurs qui seront prêts à porter ces sujets-là. Et je vous ai mis aussi les sujets de PLU. Il y a de plus en plus de PLU qui intègrent, par exemple, pour booster un petit peu la demande, des obligations d'intégrer dès que possible des matériaux de réemploi dans les projets en sourçant à proximité ou en sourçant sur le territoire. Donc encore une fois, aujourd'hui, la jurisprudence a validé ces PLUI. Donc il ne faut pas hésiter, encore une fois, à utiliser ce levier. Et j'en ai fini. Et je suis désolée pour ce débit. Alors, Elisabeth, je pense que tu peux revenir. On va enchaîner avec la table ronde. C'est vraiment un enchaînement de tâches. Oui, celles qui veulent changer de place parce que vous êtes au soleil, que vous souhaitez être à l'ombre, n'hésitez pas. Et on fera la pause rafraîchissement après la table ronde. Désolée. C'est l'organisation, c'est pas bon. Oui, j'ai prévu de le présenter à la fin. Autour de cette table ronde, on va avoir Elisabeth Gelot, qu'on a déjà présentée, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux arrivants, mais qui est avocate associée chez Scov Avocat. On va avoir, je pense qu'on va avoir Isabelle Asselin et Edith Auréjac, que j'appelle à nous rejoindre, qui sont à la direction du patrimoine, responsables de travaux neufs et aussi chargées d'opérations économie circulaire au sein du conseil départemental de Haute-Garonne. Elles vont pouvoir nous partager aussi leur expérience sur le collège de Castelnau d'Estrettefond. Donc on les remercie d'être là. Merci mesdames. On appelle aussi David Emmanuel Lévy de chez SPI, qui est acheteur technique projet chez SPI. Il va nous communiquer comment ils ont mis en place la démarche en interne, la démarche RSE, avec la création par le réseau SPI de la recyclerie en interne. Donc comment mettre en adéquation l'offre et la demande chez SPI. Ils sont également intervenants sur le collège de Castelnau d'Estrettefond sur le lot électricité. Il y a Mass Réemploi, Yves-Alain Liénard qui va nous rejoindre. Yves-Alain Liénard représente Mass Réemploi, donc c'est la plateforme physique de réemploi de Montpellier. Oui, vas-y, prends un siège, n'hésite pas, on sera là au milieu de vous. Mon superbe collègue Fabrice Birolo qui fait le service, qui sera également animateur de la table ronde, qui travaille avec moi sur le pôle économie circulaire au sein de Ouna Ingénierie, qui est architecte ingénieur et qui travaille sur le projet de Castelnau également en tant qu'AMO, pour le compte d'Ouna Ingénierie. Yves-Alain, la plateforme de réemploi au sein à Montpellier, aussi connue sous le sigle MRBC. Il balaye un peu tout le champ des possibles du réemploi, du diagnostic à la dépose, au conditionnement, au transport, au stockage et même à la revente de matériaux de réemploi.
Donc ils sont vraiment pluridisciplinaires, c'est une joie de les avoir sur notre table ronde. Et enfin, architecte, ingénieur carbone et économie circulaire, cofondateur de 314, nous avons Hélin Belou qui nous rejoint. Donc bienvenue Hélin. Donc Hélin Belou et 314, c'est vraiment l'atelier de conception, vas-y, et de fabrication qui privilégie plutôt le réemploi plutôt que la construction neuve. Donc merci d'être là et d'être présent autour de nous. Donc l'objet, c'est que aujourd'hui, l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de parler de réemploi sans langue de bois. L'objectif, c'est de tout dire. Il y a des choses sûrement qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. Et excusez-nous, Elisabeth, mais bon. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de parler aussi des expérimentations, de ce qu'on a réussi à faire, de ce qu'on a réussi à mettre en place, qu'on essaye de mettre en place, ce qui n'est pas toujours facile, qu'on se le dise, de nos réussites et de nos petites victoires. Donc, on a rappelé le contexte vraiment du réemploi, le fait qu'on est vraiment sur un contexte assez favorable au réemploi. Aujourd'hui, pardon, je vais me mettre là. Vous avez sur vos tables des petits micros, donc on va pouvoir passer la parole entre du coup Fabrice et moi aux différents acteurs. L'objectif, c'est que vous puissiez intervenir si vous avez quelque chose à rajouter sur ce qu'on dit. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir parler et de se faire passer la parole sans trop ennuyer notre auditoire. Mais bon, ça, on l'a déjà fait, donc c'est bon. Donc on commence tout de suite. On a parlé un peu de comment les politiques publiques pouvaient participer à ce contexte innovant. Donc Elisabeth a vraiment par ce point-là un peu, c'est de dire on est sur une démarche innovante d'intérêt public. Donc comment est-ce que comment les pouvoirs publics peuvent prendre en main cette question du réemploi. Donc Elisabeth, je ne sais pas si tu veux réintervenir un peu sur ce sujet. Sinon, je vais peut-être passer la parole à Isabelle et Edith Auréjac pour peut-être nous parler de cette... pardon, Edith. Je vais vous passer la parole à toutes les deux, peut-être pour nous dire vraiment les axes dominants et comment est-ce que le conseil départemental aujourd'hui, sur cette question-là, prend le pas et fait le choix de la démarche de réemploi plutôt qu'une autre démarche peut-être environnementale ou parmi les autres démarches environnementales. Je vous laisse la parole. Ok. Donc bonjour à tous. Le département de la Haute-Garonne a le souhait, la volonté d'être, de faire des bâtiments qui se veulent exemplaires sur le plan environnemental et notamment en mettant un gros accélérateur sur la partie carbone et du coup en étant en avance sur la réglementation. Et du coup, le réemploi fait partie finalement des moyens qui sont à notre disposition pour baisser l'impact carbone de nos constructions. Et nous avons donc mis en œuvre le réemploi, cette démarche sur le collège de Castelnau. Pour être honnête, je pense que l'idée n'est pas venue de nous, mais elle est venue de Seuil. Voilà, qui nous l'a proposé sur cette opération. Et on a très vite adhéré. Et pour chercher cette adhésion, en fait, au sein de tout notre groupe projet, au sein de la direction de l'architecture, du patrimoine, mais pas seulement, aussi auprès des services de maintenance, des services de l'éducation, etc., pour chercher à ce que ça soit accepté. Il y a eu un atelier de sensibilisation dès le départ du projet qui a été organisé par Seuil et animé par Seuil, par Ouna, par Suzanne et Fabrice, qui a réuni un peu tous les services qui pouvaient être concernés par cette notion de réemploi. Et ça a été vraiment très intéressant parce que sur des exemples très concrets, on a regardé ce qui pouvait être ouvert au réemploi, ce qui était assez facile. Donc ça allait... par exemple de pavés pour la cour de récréation, à la création de meubles extérieurs avec des éléments en bois récupérés, ou alors c'était sur tout ce qui est technique, en CVC ou les sanitaires, des chemins de câbles, etc. Enfin, on a regardé pas mal de possibilités et finalement on s'est rendu compte que tout le monde était assez ouvert sur ce sujet. Ça a fait plaisir, voilà. Et ça a un peu lancé la machine.
Et du coup, sur cette opération-là, on a réussi on a mis du réemploi sur 8 lots sur 16. Voilà. Alors, on est un peu au milieu du gué, puisque là, on est en plein chantier. L'enthousiasme retombe un peu. C'est un peu compliqué. Mais on a aussi des belles surprises, notamment en électricité avec SPI. Voilà. En tout cas, ça a ouvert un peu les chakras à tout le monde. Le fait de dire que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage sont à fond sur le réemploi, ça permet finalement aux entreprises qui le veulent de se saisir de cette opportunité pour faire des propositions. Après, je ne sais pas, vous témoignerez sûrement de votre côté. Et ça permet aussi en interne finalement de faire un effet boule de neige par rapport à d'autres projets qui ne sont pas forcément non plus au sein de notre direction adjointe des travaux neufs, mais aussi plus largement au sein de la direction du patrimoine, même sur des petits projets de réfection de sanitaire où finalement les collègues se sont dit ben oui, en fait, pourquoi on met à la benne systématiquement tous les sanitaires au lieu de se poser la question. Ils ont tenu 20, 30 ans, peut-être qu'ils peuvent encore tenir 20 ans ou même 10 ans, c'est déjà ça de gagner. Et du coup, on constate que grâce à cet atelier, grâce à cette première démarche, on est en train de faire tache d'huile en interne. Voilà. Et de toute façon, c'est une démarche maintenant qu'on systématise dans toutes nos opérations. Alors en neuf, du coup, c'est comme Castelnau, c'est un peu compliqué. On est passé direct au step 2, c'est peut-être notre erreur. Voilà. Et en tout cas, sur les projets qu'on a en restructuration, on le fait aussi. Et voilà. Mais on commence. Donc on a Castelnau, on a aussi un autre collège Pont-Jumeau en restructuration. Et puis il y en a d'autres qui suivent, qui sont en conception. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être que Yves-Alain, tu peux aussi nous dire comment est-ce que les pouvoirs publics, ou en tout cas cette notion de collectivité, a favorisé l'émergence peut-être de ta plateforme, ou en tout cas l'accompagnement qu'aujourd'hui toi tu vois peut-être sur Montpellier, ça reste l'Occitanie, mais sur ta part de ton activité. Oui, bonjour, donc Yves-Alain Liénard, moi je suis le concepteur et fondateur de Masse Réemploi, qui en premier s'est appelé MRBC, donc qui a vu le jour à Montpellier en 2019, avec l'idée pour nous d'aller sur le réemploi et de faire de la massification. C'est deux mots que vous avez déjà entendus là tout à l'heure. En même temps, pour nous massifier, c'était pas juste être dans c'était pas juste faire une porte ou un sanitaire, mais c'était pouvoir effectivement replacer 50 portes, 50 sanitaires, 120 lavabos, etc. Par rapport, nous, à l'institution publique, déjà, à Montpellier, nous a permis tout simplement de nous installer. Parce que quand on parlait tout à l'heure du point de vue d'habitat, de lieu d'occupation, en occupation temporaire, on a un premier lieu, donc qui est au Crès. C'est un ancien Lidl, donc une plateforme de 800 mètres carrés, plus 1500 mètres carrés de parking, qui nous a été alloué pour 6 ans, avec un loyer symbolique. Mais c'est vraiment l'une des très grosses difficultés qu'on a vues, nous, au départ, c'était effectivement ce foncier. L'accès au foncier, parce qu'on n'a pas un modèle économique qui tient absolument, qui est absolument sûr. Donc, il fallait qu'on ait un foncier accessible. Et donc, ça, la puissance publique nous a permis ce genre de choses. Ils nous permettent aussi maintenant d'avoir un deuxième lieu qu'on va avoir là le 1er octobre. Donc, on signe le 1er octobre, c'est dans très peu de temps, dans une ZAC, justement. Du point de vue de la ZAC de la Restanque, qui est quand même une zone très importante de Montpellier, où il restait un concessionnaire automobile qui est parti. Il y a encore le bâtiment qui devrait être démoli, où c'est dans des projets, ça des projets là à 5 ans. Donc pour 4 ans, on a ce lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Mais ce qui est chouette pour moi, c'est qu'on va être en proximité aussi de tout ce qui va être déconstruit juste à côté. Donc les pouvoirs publics nous aident directement, ne serait-ce que par cet accès qu'ils nous donnent effectivement au foncier. Ils nous aident après d'une deuxième manière, c'est parce que vous avez quand même en tant que puissance publique, vous allez avoir beaucoup plus de chantiers, beaucoup plus de visibilité, de longueur de temps, pour pouvoir au niveau du département, par exemple c'est tous les collèges, de pouvoir déconstruire un collège à un endroit, par exemple, de se dire là je vais récupérer, je ne sais pas, X sanitaires, X portes, etc. Je peux les prévoir pour un autre chantier. Là, nous, on est en train de travailler ce genre de choses-là avec la métropole à Montpellier au niveau des écoles.
on a fait un diagnostic sur une école, on a recensé tout ce qui était réemployable, mais l'école doit être entièrement démolie, mais il faut auparavant que les enfants aient une nouvelle école juste à côté. Donc quand elle va être démolie, elle ne pourra pas servir à l'école de Jacou, donc où les enfants vont aller. Elle peut servir pour la construction d'une autre école. Et donc là, effectivement, vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure, du point de vue, Mme Gelot, il y a aussi ce fait-là on peut garder la ressource. Le maître d'ouvrage peut garder la ressource pour lui. C'est ce qu'on a déjà fait une première fois. Nous, là, sur un parquet 800 mètres carrés d'un palais des sports, tout le parquet a été entièrement déposé, a été entièrement reconditionné dans nos ateliers et on l'a relivré à la ville de Montpellier qui va le réemployer dans d'autres endroits. Pas au même endroit, pas sur le même palais des sports, mais sur des bureaux, des salles de danse, etc. Ils en sont restés propriétaires. Ce qui enlève quand même pas mal aussi de fait du point de vue effectivement de la cession. Et juste pour pas être trop long quand même par rapport à Estrefond, parce que moi je vous avais fait sur le collège d'Estrefond, il y a eu un moment quand on disait il faut faire matcher aussi un petit peu les gens. À Estrefond, donc là c'était une construction, et donc Seuil et Ouna a fait une liste au Père Noël. Moi, c'est mon terme. Je dis c'est la liste au Père Noël. J'aimerais bien avoir X portes, j'aimerais bien avoir X sanitaire, X lavabo, etc. Et puis donc ça s'est diffusé assez largement. Donc moi j'ai la liste. Puis après ça, je dois chercher ce que j'ai en stock, ce que je peux prévoir aller récupérer quelque part. Et puis il y a des deadlines un petit peu, quand même plus ou moins loin. À un certain moment, disons, il y avait des choses, je crois, qui étaient déjà à livrer dès le mois de juillet. Il y en a d'autres qui vont aller, si je ne me trompe pas, jusqu'en mars ou avril de l'an prochain. Si je ne le livre pas, disons, si j'ai une date de livraison au 1er octobre maximum, si je ne l'ai pas livré, à ce moment-là, ça va déclencher, comme disait tout à l'heure Suzanne, ça déclenche à ce moment-là un achat en neuf dans la semaine suivante ou autre, pour que le chantier soit quand même bien approvisionné. Et juste pour terminer avec ça, c'est qu'on voit qu'il y a toute cette logistique à arriver à mettre en place. Nous, si on est parti, moi si je suis parti à faire les 10 métiers du réemploi, les 10 métiers manuels, directement, la dépose, la collecte, le magasin, etc. Vous voyez, là ici, je suis tout seul quand même par rapport à cela. Je ne vais pas dire que vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, loin de là, mais vous n'êtes pas effectivement dans la matière directement à prendre, qui nous demande de la place, qui demande de l'investissement, et c'est de la logistique tout du long. Par exemple, je trouve des lavabos, je ne sais pas, pour ce collège. Si je les avais trouvés au mois de juillet, je les aurais peut-être plus au mois d'avril prochain. Qui les paye en attendant ? Qui paye le stockage en attendant, etc. C'est aussi tout ce genre de questions qu'il faut pouvoir se poser par rapport au réemploi, même si c'est quelque chose qui est indispensable, normal, qui a toujours été fait et qu'il faut qu'on reprenne. Du coup, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Donc tu as introduit bien la suite de la discussion, notamment sur le montage des marchés. Le montage des marchés, comment on fait pour prescrire du réemploi, comment on fait pour que les acteurs aillent se sourcer. Et Elisabeth, tu en as parlé tout à l'heure, tu as reprécisé un petit peu les solutions qui s'offrent à nous. Donc la possibilité d'avoir un lot dédié où des acteurs auront la charge de la fourniture du réemploi, mais aussi la possibilité de diffuser finalement cette charge de recherche, achat et fourniture de matériaux de réemploi au sein de toutes les entreprises. Je vais vous laisser la parole, Isabelle Asselin, pour que vous nous décriviez ce qui a été choisi pour le collège. Et après, on entendra aussi l'avis des entreprises, en tout cas de l'entreprise SPI. David, je te laisserai la parole pour mettre en perspective un peu avec le concret du terrain et savoir quels sont le positif et le négatif de cette démarche. Alors sur Castelnau, on a choisi de laisser la fourniture aux entreprises. Donc chaque entreprise qui devait faire du réemploi doit aller chercher la ressource. Voilà. Nous, on a fixé avec la maîtrise d'œuvre des objectifs par type de prestation. Donc, par exemple, on a tel type de porte. L'objectif, c'est 50% en réemploi, 50% en neuf. Et on a fait alors, on aurait souhaité faire un marché un peu... avec une partie forfaitaire et une partie en BPU. Et BPU, c'est bordereau des prix unitaires, donc qui permet en fait de piocher. On a un prix unitaire. Par exemple, une porte en réemploi, ça coûte tant. Et puis, on arrive à en avoir 5, donc on en paiera 5. Voilà.
C'est la différence avec un marché forfaitaire où on dit dès le début on aura 6 portes et s'il y en a 7, on n'en paye que 6 ou l'inverse. Bon. Pour des raisons très contraignantes et un peu bêtes d'exécution des marchés, donc de logiciels de comptabilité, on n'a pas pu faire ça. Donc au dernier moment, on a tout démonté et puis on a refait un marché où on a quand même mis... alors du coup, ce sont que des marchés forfaitaires. On s'est dit qu'on allait gérer plein d'avenants à la fin, mais bon, c'est comme ça. Et on a fait un marché quand même en 2 parties. Une partie où on a décrit que du neuf. Et ensuite, sur la deuxième partie, on a décrit des prestations ouvertes au réemploi avec à chaque fois des objectifs. Donc on a un CDPGF en 2 parties qui correspond à un CCTP en 2 parties. Et pour chaque prix ouvert au réemploi, donc on a deux prix. On a un prix en neuf et un prix en réemploi que les entreprises ont dû remplir, voilà, avec des quantités donc, qui sont fixées. Et c'est complété par un CCAP qui prévoit alors quelques pénalités, mais uniquement si l'entreprise n'a pas fait la preuve de sa bonne volonté. C'est-à-dire qu'on a explicitement écrit dans le CCAP qu'on était conscient que la démarche était novatrice et que les filières n'étaient pas encore très structurées et que le souhait du département, c'était d'accompagner les entreprises dans le développement de ces compétences finalement pour aller chercher des ressources et d'accompagner aussi le développement des filières. Donc c'est pas de gagner de l'argent sur le dos des entreprises ou d'être de ne pas être compréhensif vis-à-vis des difficultés. Mais par contre, on s'est dit quand même, si une entreprise ne bouge pas le moindre petit doigt pour aller faire du réemploi, il faut quand même qu'on ait un moyen de pression. Donc on a mis quelques pénalités, mais on a mis aussi des primes. C'est-à-dire que si l'entreprise va au-delà de l'objectif qui est fixé, le prix sera valorisé, je crois, de l'ordre de 15% sur les dépassements des objectifs. Voilà. Donc c'était un CCAP qui se voulait quand même aussi incitatif, et plus incitatif d'ailleurs que coercitif. Je ne sais pas si j'ai répondu au... Voilà. Bon, mais moi, effectivement, je fais partie de ces aventuriers en fin de chaîne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on remporte les chantiers, on vient me voir aux acheteurs, on nous dit il faut faire du réemploi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'était un peu ça, on découvrait, même si on avait répondu à l'appel d'offres, mais sur un marché qui n'est pas encore structuré, il faut déjà en interne faire comprendre aux gens que des produits recyclés, c'est pas du réemploi, parce qu'on m'a sorti des produits faits à base de matières recyclées, c'est pas ça, donc il y a déjà mettre tout le monde à niveau, au niveau de la culture, et après se pencher, savoir est-ce que c'est réalisable. Vous parliez de CCTP. Effectivement, là, pourquoi aventurier ? Parce que y a des choses qui étaient faisables, d'autres non. Et là, ce qui était bien, c'est qu'on a été écouté. On a pu apporter, justifier avec de l'expertise, pour expliquer pourquoi c'était possible ou pas, et vous amener sur d'autres lots et vous montrer qu'on pouvait avancer, qu'il y avait des possibilités. Alors les possibilités, on les avait en interne. Chez Spire, on a sur notre intranet, ça s'appelle la recyclerie, c'est un site internet qui récupère toutes les fins de chantier. C'était pas dans le cadre réellement de l'économie circulaire à l'époque, mais c'était surtout pour que ça ne se perde pas. Et il se trouve qu'on a pu, grâce à cette base, pouvoir travailler sur Castelnau et amener du matériel. Parallèlement à ça, typiquement, il a fallu s'appuyer sur des gens qui font de la déconstruction sélective, des gens de la fédération de BTP, bien sûr sur UNA, pour être guidés. Parce que c'était pas évident de s'approprier toutes ces attentes, c'était un peu spécial. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est l'électricité. L'électricité, donc vous touchez à la sécurité des biens et des personnes. Je veux pas dénigrer les autres lots, mais c'est vrai qu'une dalle de moquette, ça prend pas feu tout seul, ça chauffe pas, il n'y a pas d'arc électrique. Et donc là, on se retrouve avec des levées de boucliers assez impressionnantes, parce que tout le monde est d'accord pour faire du recyclage, du réemploi, sauf qu'après, on dit, mais on fait comment si ça prend feu, on fait comment si ça chauffe, quelles sont les garanties. Bon, voilà, on s'est frotté un peu à tout ça, on continue, mais comme les aventuriers, on débroussaille et on avance, et c'est intéressant parce qu'on a quelques victoires. Juste pour finir, on parlait de la configuration, c'est les entreprises qui portent le lot réemploi. Alors, il se trouve par l'eau du hasard, c'est qu'avec Hélène, que je ne connaissais qu'en visio, on a un autre chantier sur du réemploi, mais c'est lui qui l'amène, entre guillemets. Et donc, ça sort de notre lot, il nous donne du matériel en réemploi.
il en a la responsabilité, ou en tout cas Toulouse Métropole, c'est dans tout un programme, et on l'installe. Là, dans ce cas-là, en tout cas pour l'avoir testé, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de frustration, la logistique, elle est calée, tout ce qui est responsabilité et autres, ça va beaucoup mieux. Voilà, pour avoir testé les deux mondes, en tout cas. Voilà pour ma part. Donc, oui, Yves-Alain, je te laisse la parole. Oui, merci. Non, très rapidement, juste par rapport effectivement aux demandes dans les CCTP, etc. Est-ce qu'il y a une obligation ou est-ce que c'est du moyen? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat ou une obligation de moyen? Pour moi, pour être donc là au niveau de la dépose, par exemple, dans la dépose, je marque toujours une obligation de moyens. Je me donne les moyens de faire la dépose le mieux possible que je pourrais, mais je ne peux pas garantir, avant d'avoir commencé et surtout avant d'avoir terminé la dépose, ce que je vais pouvoir exactement sortir. On a déjà eu des drôles de surprises où on pensait pouvoir déposer une chose d'une certaine façon et en fait, on s'est aperçu que c'était fait complètement autrement. Donc je crois que c'est très important, justement, pour ne pas faire peur à tous les maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre en même temps, de pouvoir demander une obligation de moyens, faite et prouvée que vous avez mis tous les moyens en place. Le résultat, effectivement, le résultat, on le verra à la fin et au résultat. Je pense que ça peut être justement une manière d'encourager les gens à pouvoir le faire. Une précision que je voulais apporter aussi sur pourquoi on a établi un cadre aussi strict finalement pour le collège de Castelnau d'Estrétefond, où on a défini scénario par scénario qu'est-ce qui était éligible pour le réemploi ou pas. C'est pour cadrer le volet assurantiel. On a écarté de fait dès le début, en se disant c'est un projet pionnier, tous les sujets, on va dire, très ambitieux, où on a essayé d'extraire que les scénarios les plus accessibles. De fait, ça a permis au bureau de contrôle d'avoir une mission d'accompagnement qui était réservée à ces scénarios-là. Par ailleurs, pourquoi on a choisi de diffuser la charge de la fourniture des matières au sein de toutes les entreprises qui sont concernées? C'est parce que le niveau, donc il faut imaginer que c'était il y a 1 an et demi. Au moment où on anticipe l'écriture de ces pièces, c'était il y a 1 an et demi. Le réseau d'acteurs est encore moins structuré qu'aujourd'hui. Donc on savait très bien où on prenait un grand risque d'avoir un lot infructueux, c'est-à-dire que personne ne se serait présenté pour dire « moi je m'occupe d'aller vous chercher la matière et vous l'apporter ». Et c'est pour ces raisons-là finalement que c'était la solution qui nous a paru la plus adaptée, mais qui peut-être dans le futur va disparaître, ou alors ça ne sera que ça puisqu'on n'aura que des filières matures. Et vous aurez le cheminement, on va dire, habituel avec un fournisseur de réemploi structuré. Ou alors, ça va être totalement l'inverse, où on va avoir des acteurs dédiés du territoire qui pourront se placer dans ce maillon manquant. Voilà la précision que je voulais apporter. Sur toujours l'aspect de la construction, il y a ce sujet des prescriptions sur les pièces écrites et la flexibilité ou non apportée aux matières qu'on recherche. Donc là, de la même manière, on a quelques retours qu'on aimerait avoir, et notamment vraiment sans détour, sur certaines prescriptions qui ont été faites. David, est-ce que tu peux nous dire certaines retenues, réserves, ou au contraire, des propositions complètement en dehors du cadre que tu as pu faire pour le projet du collège ? Alors, on va rentrer dans la technique. L'éclairage de sécurité, tout le monde voit ce que c'est, l'espèce de bloc vert qu'on a au-dessus des portes. Ils sont sur ce marché de réemploi. C'est du matériel qui doit être testé, requalifié. Pour l'instant, il n'y a pas de filière qui teste et qui requalifie. C'est du matériel avec des batteries. Il se trouve sur ce chantier, c'est un matériel qui est connecté à d'autres, donc tout un système. On ne part pas sur du réemploi là-dessus, il faut faire des choses simples. Vous prenez du chemin de câble. Donc chemin de câble, c'est cette espèce de rail métallique que vous avez sur les plafonds. Ça n'a jamais filé le jus à personne et ça risque rien. Donc on peut le démonter, le stocker et le reposer ailleurs. Donc là, typiquement, c'était pas forcément dans le lot et on sait être moteur. Il se trouve qu'une de nos belles réalisations, c'est le transformateur électrique. Sur notre site, la recyclerie SPI, il y avait un transformateur à l'autre bout de la France qui était stocké dans un hangar. Il ne servait plus et donc on s'est lancé dans l'aventure, on l'a retesté, donc on fait des analyses pour le certifier. On l'a proposé, il a été validé, et donc là il est en cours d'acheminement, et c'était pas dans le lot. Mais donc on a été moteur à expliquer que certaines choses c'était pas possible, mais qu'on avait des idées, qu'on avait des outils, et puis on a été aussi guidé quand même, parce qu'il faut s'ouvrir à ce marché via les plateformes, via l'offre présente.
Ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on accompagne finalement les maîtrises d'œuvre, les entreprises, la maîtrise d'ouvrage au sein d'une ingénierie, mais à chaque fois, c'est une nouvelle situation, une nouvelle expertise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très réactif pour aller solliciter les bureaux d'études qui ont la compétence technique, d'aller appeler des laboratoires spécialisés pour essayer de trouver le cheminement qui permet à la fin de trouver, on va dire, l'accord ou le fonctionnement qui fait qu'on arrive à le mettre en œuvre et d'être suivi d'un point de vue technique, assurance, esthétique, etc. Je vais reparler d'approvisionnement aussi. La filière étant encore très jeune, donc super, on trouve sur Lyon un stock de luminaires. Très bien. Est-ce qu'on va réellement les faire venir alors qu'on fait quand même du réemploi? C'est peut-être dommage de les faire voyager parce qu'entre Toulouse et Lyon, il y a bien un endroit où ils peuvent déposer. Bon, allez, ok, on va les commander. Mais qui va les déposer? Est-ce qu'ils sont déjà déposés? Dans quel état ils sont? Est-ce qu'on a leur fiche technique? Est-ce qu'on a leur âge? Est-ce qu'on a leur état? Est-ce qu'ils ont été testés? Qui va les livrer? Voilà. Et alors là, les questions ne s'arrêtent plus. Donc, on est dedans. C'est ça, en fait, le quotidien quand on découvre et quand on débroussaille. Après, l'offre, elle est vraiment en train de se structurer. On est très loin du Amazon qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, sur le chantier, on clique le lendemain à 9h, c'est livré, donc ça, c'est sûr, c'est extraordinaire. On n'y est pas encore sur le remploi, mais ça arrive, on voit l'offre. Et il y a aussi la notion de stock qui est importante, c'est que des petites séries, donc effectivement, le temps de validation, on n'est pas sûr d'avoir le matériel. S'il faut de la maintenance derrière, on n'aura peut-être pas ce même modèle-là. Là aussi, ça demande plus de réactivité, mais malgré tout, on a quand même tout un volet administratif, il faut faire valider tout ça, il y a des circuits, des certificats de cession et autres. Donc ça secoue un peu au niveau de la logistique, je confirme. Ça, c'est hyper important. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'à la fois dans les pièces écrites, il faut être hyper précis sur ce qu'on veut et ce qu'on attend en termes d'esthétique, de technique, etc. En même temps, être flexible parce que il faut que l'entreprise se sente la possibilité de proposer un élément de réemploi ou de pouvoir faire plus. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Et en même temps, il faut que nous, on reste dans un cadre de mise en concurrence qui fait pas en sorte que le marché de la maîtrise d'ouvrage public soit retoqué parce qu'on n'a pas bien mis en concurrence les entreprises. Donc là, on voit qu'on tombe dans un... Oui. Non, une petite précision là-dessus quand même, parce que c'est quelque chose qui est pour l'instant complètement sous-utilisé. On peut utiliser, depuis la loi 3DS, donc depuis seulement un an et demi, grosso modo, ça a été pérennisé, mais on peut utiliser des marchés innovants pour la fourniture ou pour les travaux, enfin peu importe, pour les services liés à l'économie circulaire, sans publicité ni mise en concurrence, donc c'est jusqu'à 100 000 €. Et si on fait un lot innovant, c'est jusqu'à 80 000. Mais voilà, pour certaines prestations d'économie circulaire où justement derrière il y a une co-construction, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas vraiment, où il faut beaucoup adapter, ou voilà, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est possible grâce au code de la commande publique et où je pense qu'il faut pas hésiter à l'utiliser justement dans cette phase de démarrage où effectivement il y a tout ce problème de couverture à la concurrence quand on est dans un cadre classique où effectivement la plupart du temps, on n'est pas forcément sur quelque chose il y a des critères de la DAJ sur qu'est-ce qui est innovant, mais de manière générale, aujourd'hui, on considère quand même beaucoup de marchés pour justement certains, notamment sur les territoires où la filière n'est pas très bien structurée. On est quand même sur du marché innovant où en réalité, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs ou qu'il y a un acteur qui est susceptible mais qu'il développe l'offre ou qui développe le service où il faudra s'adapter, bref. Donc voilà, j'ouvre simplement cette possibilité qui a été pérennisée justement, je pense, par le législateur parce que notamment l'économie circulaire et d'autres secteurs qui sont liés à la transition écologique nécessitent finalement de passer ces marchés innovants. Et j'insiste sur le fait que ces marchés innovants, c'est pas l'autre cas qui est prévu par le code de la commande publique où vous avez qu'un seul acteur qui peut répondre. Donc un marché innovant, il peut être passé alors même que potentiellement, il y a peut-être 3-4 acteurs qui seraient à même de candidater. Mais c'est pas la même exception. Donc encore une fois, c'est pas forcément un critère. Je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on avait étudié cette possibilité sur Castelnau, mais que comme on avait 8 des 16 lots, et ça je le rappelle, 8 des 16 lots qui étaient avec de la fourniture de réemploi, on dépassait les seuils le quota des 80 000 €. On était en dehors, donc pour fournir tout ça, il fallait bien plus de 80 000 €, donc on était hors des coûts. Mais c'est très bien rebondi parce que justement, on cherchait à savoir quelles étaient les incitations en fait, à justement qu'est-ce qui existait pour inciter ou quelles étaient les mesures incitatives nationales ou on va dire
ou internationale, européenne, pour l'incitation à la mise en place de ces éléments. Et peut-être que, plus particulièrement, Edith, tu peux nous partager le travail que tu es en train de faire aussi sur Castelnau, sur la partie mobilier et mobilier de réemploi, il me semble, ou en tout cas ton travail au sein du CD31 sur cette question-là et sur des marchés un peu spécifiques liés à des éléments particuliers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Castelnau, la maîtrise d'œuvre, donc, qui est représentée par Seuil Architecture en mandataire, n'avait pas la partie mobilier. Donc c'est vraiment le CD31 qui a pris en main cette dimension-là. Bonjour. Alors c'est vrai qu'au niveau du conseil départemental d'Haute-Garonne, on est organisé un petit peu bizarrement, en ce sens où c'est pas la même direction qui s'occupe du patrimoine et celle qui s'occupe du mobilier. Pour autant, on a peut-être un peu d'amitié avec Isabelle et on partage depuis longtemps ses convictions. Et on s'essaye au réemploi déjà en interne depuis très longtemps, résistant parfois aussi à la pensée qui pouvait exister jusqu'à maintenant, avec les souhaits de l'administration, notamment parfois de l'éducation nationale, d'être équipé systématiquement en mobilier neuf. Donc on s'est rencontrés avec Isabelle, enfin, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Hein. C'est vraiment une idée qui est partagée je pense, par l'ensemble de la collectivité. Et donc on a décidé de prolonger le dossier de Castelnau d'Estrettefond en travaillant l'idée de l'équiper avec du mobilier de réemploi. Voilà. On a un marché avec un partenaire qui est aussi votre partenaire aujourd'hui, qui nous accompagne, dont je tairai le nom, hein, ce sera à lui à le dire s'il le souhaite, qui vise à nous accompagner dans cette démarche, parce qu'on a exactement les mêmes en fait, difficultés au niveau de la commande du public que celles qu'on peut rencontrer sur les matériaux, avec peut-être une exigence au niveau du mobilier dans un collège, c'est par essence, ça équipe des établissements publics qui reçoivent des élèves avec peut-être des exigences en termes de sécurité en lien avec le fait que les enfants, je ne dis pas que l'électricité, etc., mais là ils touchent, hein, ils sont assis sur des chaises, ils touchent des tables, il peut y avoir des parents d'élèves aussi qui parfois peuvent être un petit peu inquiets hein, sur la démarche. Bon, je pense qu'on va y arriver. Hein. On a aujourd'hui un marché avec la réalisation d'une étude qui vise quand même à pas partir un petit peu bille en tête et à identifier ce qui est simple à faire au niveau du réemploi. Aujourd'hui, on a 103 collèges. Quand on les restructure, on peut être amené à évacuer avec des bennes par le biais de Valdélia qui sont remplis de mobilier. Hein. C'est quelque chose d'assez effroyable quand on s'occupe de la restructuration d'un collège à ce niveau-là. Et donc, on a identifié un certain nombre de mobiliers, soit qui pourraient être réparés et réutilisés en interne, parce que pour nous, le meilleur réemploi qu'on fait, c'est celui qu'on n'achète pas. Voilà. Donc, j'ai 103 collèges, je fais tourner mon mobilier au fur et à mesure, et je le répare. Voilà. Aujourd'hui, on a sollicité des acteurs de l'inclusion au niveau local pour nous accompagner dans cette démarche, pour voir s'il y avait des possibilités techniques déjà de réaliser dans des contraintes de normes. Hein. Et aujourd'hui, il semblerait quand même, je vais voir les prototypes vendredi hein, avec Isabelle et quelques autres au niveau du département. Apparemment ça fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'on va systématiquement ne plus jeter une table scolaire aujourd'hui, on va systématiquement la réparer. On a rentré des plateaux de table hein, sur nos marchés pour permettre on a acheté une imprimante 3D pour faire les patins, les vérins de réglage. Voilà, donc ça marche quoi, ça va marcher. Ça va marcher parce que je crois qu'on partage on partage cette idée-là. Alors, il va falloir convaincre les collègues de l'éducation nationale de leur expliquer qu'ils n'auront pas du mobilier neuf, qu'ils vont s'asseoir sur des sièges de réemploi et qu'ils vont travailler sur un bureau qui aura été redécoupé parce qu'on est en train on retravaille sur les conditions de travail, notamment la lutte contre les TMS avec le changement de pratique au niveau du poste de travail. Et donc, on
les acteurs sont identifiés, les coûts apparemment sont maîtrisés. Ça c'était aussi un objectif, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, ça fait partie aussi de nos objectifs. Hein, voilà. Au moins, il faut qu'on calcule. Voilà, il ne faut pas partir bien en tête, il faut qu'on calcule. Et donc, une grosse partie du collège de Castelnau-Stretefond, très certainement, sera équipée en mobilier de réemploi. Et juste, on a la même contrainte également que sur la construction. Voilà, c'est la partie stockage. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on arrive, nous, à acheter le mobilier au moment où il est disponible chez des partenaires et qu'on le stocke nous, quoi. Enfin, nous, on le pense que sur la partie mobilier, ça ne peut se faire que comme ça. Parce qu'un mobilier, aujourd'hui, il est disponible, demain, il ne le sera plus, quoi. Ouais. Surtout dans les quantités qu'il y a dans un collège. Voilà, on a commencé par Castelnau. Alors Isabelle est venue nous voir, on nous a dit, en fait, on ouvre aussi Palificat, et puis il y a aussi Point Jumeau, et puis j'ai dit stop, parce qu'après, il faut trouver la ressource, quoi, en fait. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans un an. Merci beaucoup. Peut-être que, Ilan, tu peux aussi nous dire comment cette ouverture de marché, ou en tout cas ces mesures incitatives à la fois à l'échelle européenne et à la fois à l'échelle nationale, peut-être ont boosté ou pas tes commandes, et comment est-ce que toi qui sont finalement tes clients, et comment est-ce que tu as vu une recrudescence aussi avec cette loi AGEC, avec la prise en compte aussi de l'obligation de se fournir en mobilier de réemploi. Est-ce que toi tu as vu une différence sur les marchés, ou en tout cas sur cette demande que tu as pu avoir sur ta profession, en nous rappelant rapidement peut-être ce que tu fais, parce que Bonjour, mais déjà merci à Seuil et à Una pour l'accueil et pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Donc du coup, nous chez 314 Conception, on a un atelier de design, d'architecture, mais surtout de menuiserie spécialisé dans le réemploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la fourniture d'éléments qui vont du mobilier jusqu'à de la petite ossature bois, en passant par l'agencement et de la menuiserie. Et du coup, voilà, on est un acteur du coup toulousain. On regroupe du coup des architectes, des ingénieurs, mais aussi des artisans, des menuisiers, des charpentiers dans notre équipe. Et du coup, en effet, sur notamment le mobilier, on a vu grâce à la loi AGEC, aussi le Spacer, que la commande publique demandait de plus en plus les matériaux de réemploi. Et il y a un collectif qui s'est monté, notamment grâce à France Active, à Cinétique, qui sont des acteurs qui sont là pour booster l'économie circulaire à l'échelle du territoire, et qui nous ont permis de nous regrouper. Dans ce collectif, il va y avoir des entreprises, des associations de l'insertion, de l'ESS, et tous reliés au travers du réemploi. Et du coup, on a permis de s'organiser pour pouvoir justement répondre à ces nouveaux marchés, que ce soit, alors on n'est pas encore arrivé sur le conseil départemental, mais on a répondu avec Toulouse Métropole, pour l'URSSAF. Et du coup, c'est des commandes qui n'existaient pas du tout par le passé. Moi, je regarde, on est une jeune entreprise, on a presque 3 ans, mais là, cette année, on est un 3e marché pour le public, alors que sur les 2 premières années, on n'a jamais fait. Et du coup, on est très content que la gouvernance publique fasse de plus en plus appel à l'économie circulaire, et aussi qu'il y ait ces acteurs qui nous permettent de nous structurer, parce que c'est pas facile de répondre à un marché public, surtout quand on est petit, qu'on s'affronte à ces domaines-là. Et du coup, c'est intéressant, et surtout, c'est que le fait, c'est un peu comme ce que je disais, c'est qu'il y a un maillage d'acteurs qui s'est construit, et du coup, là, c'est tout un réseau. Et dans notre groupe, on a certains qui font la fourniture de matériaux reconditionnés, certains qui font du upcyclé, certains qui font la logistique, certains qui font le stockage. Et tous ensemble, on arrive à faire une réponse commune sur ces marchés-là. Et voilà. Est-ce que Hélène, tu peux nous préciser un peu qu'est-ce que c'est l'upcycling, puisque c'est à la frontière du réemploi, de la réutilisation, déchets, pas déchets, transformation. En tout cas, on est sur la logique de la seconde main. Et du coup, comment un travail peut-être de création va être associé souvent avec un travail de réemploi de la matière? Du coup, par exemple, on m'entend, oui, c'est bon. Du coup, l'upcycling, ça va être réemployer ou réutiliser de la matière qui était vouée à être un déchet, ou qui avait perdu de sa valeur, et lui redonner cette valeur-là. Par exemple, nous, on a réalisé un chantier où on a dû changer du coup tous les plateaux de table pour un restaurant.
Donc le restaurant avait donc tout ce qui était le piétement métallique qui était en parfait état, sauf que tous les plateaux au-dessus étaient complètement usagés avec l'utilisation et le temps. Et du coup, nous, on a été mandaté pour changer tous ces plateaux. Et du coup, pour l'utilisation de ces plateaux, on a utilisé des anciens bureaux qu'on a récupérés dans un autre local, qu'on a redécoupés du coup à la bonne taille, poncés, retraités. Et du coup, on a pu refournir des tables du coup 100%, on va dire, avec des matériaux issus du réemploi, puisque le piétement, ils étaient déjà là, on n'a presque pas bougé. Et les plateaux en bois ont été du coup upcyclés, puisque voilà, on n'était pas du tout sur une utilisation aussi noble que ce qu'on va l'avoir aujourd'hui. On parle de plusieurs choses, du coup, on parle de matière, on parle de design. Selon toi, et en fonction de ton ressenti et des expériences, tes clients, vos clients, chez 314 Conception, qu'est-ce qui les séduit ? Quelle est la porte d'entrée finalement pour aller vous chercher vous ? Est-ce que c'est le réemploi ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est la créativité, les produits qui sont créés ? Quelle est la porte d'entrée ? Ça va dépendre des clients. On va dire une des portes d'entrée qui va arriver, c'est que les gens, quand ils viennent nous chercher, ils souhaitent déjà un projet qui est sur mesure. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir leur proposer quelque chose qui est unique, quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver en magasin, on va dire de façon lambda, et quelque chose qui est aussi unique. Et ce qui est l'avantage du réemploi, c'est que quand la matière, les matériaux, les équipements qu'on va leur fournir, ils ont déjà une histoire, ils ont déjà quelque chose à raconter en fait derrière. Et du coup, c'est un peu ça qu'ils viennent chercher, c'est qu'ils viennent chercher une histoire derrière nos produits. Et en effet, après, il y a aussi tout ce côté environnemental, cette idée que quand on fait du réemploi, on fait des économies, on va dire, carbone dès maintenant, quoi. C'est pas on plante un arbre qui aspirera du carbone dans le futur s'il n'est pas détruit, etc. Là, on fait vraiment des économies carbone dès maintenant, puisqu'on dès la fabrication et le reconditionnement de nos équipements, on permet justement d'éviter cette pression sur les ressources naturelles. Merci. Peut-être Yvalin, tu peux nous communiquer aussi la même question que Fabrice a posée à Hélène sur cette recherche et par tes clients, en fait, les gens qui viennent acheter les matériaux sur ta plateforme physique de réemploi ou les matériaux que tu proposes à tes maîtres d'ouvrage, qu'est-ce que tu leur racontes ? Pourquoi est-ce que tu leur proposes du réemploi ? Parce que tu en as, mais c'est quoi le storytelling ? Alors moi, par rapport à ça, la première chose, je viens quand même un petit peu de l'ancien et des monuments historiques au niveau de la reconstruction. Donc l'histoire me plaisait beaucoup. Je suis passé en même temps par l'école Boulle, donc tout ce qui est le travail de la main, etc. Me plaît beaucoup et je me dis qu'il y en a sur les matériaux patrimoniaux, mais il y en a aussi partout. N'importe quelle porte, n'importe quel, accessoire qu'on va trouver ici, il y a quelqu'un qui a mis un petit peu de lui-même pour le faire. Donc toute cette histoire-là, pour moi, c'était quelque chose de très très important. Et puis au début, c'est pas ce que j'ai vendu. Au début, je vendais juste du pragmatisme. Ça va être quelque chose où on va pouvoir gagner effectivement par rapport au recyclage. Par rapport au recyclage, on dépense moins d'énergie, donc on décarbone l'objet. Par rapport justement à quelque chose de neuf, on évite l'extraction, donc ça fait du bien à la planète, etc. Il faut être vertueux, c'est de l'éthique, c'est vachement bien, c'est sympa, on se redore un peu le blason, etc. Puis je me suis aperçu que la petite histoire, en fait, qui pour moi était importante, qu'elle était importante pour tout le monde. Et juste pour donner un exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de ce Palais des Sports Pierre de Coubertin à Montpellier, 800 mètres carrés d'un plancher qui datait de 1992, qu'on a déconstruit l'année dernière. Et c'est là où il y a eu les premiers matchs en fait du MHSC, du club de basket de Montpellier, qui est monté quand même en première division, qui a été important. Et dans l'un des premiers courriers que j'ai pu faire vraiment officiel pour demander à ce qu'il y ait ce marché qui soit fait, je disais, puis en même temps quand même ce serait bien qu'il y ait il a une histoire, ce plancher, zut, il faut le conserver. Puis vous allez avoir du plancher en chêne, vachement beau, pas cher, décarboné. Tout le très pragmatique, quoi. Et dans le courriel de réponse, la première ligne, c'est « Oui, ce plancher a une histoire ». Et on s'aperçoit que, en fait, quand on parlait tout à l'heure de certificat de traçabilité, de bordereaux, etc., c'est très très important de le faire. Il faut le faire systématiquement. Et nous, systématiquement, maintenant, on commence à dire
ben, non seulement je vous vends, je sais pas moi, du CP Bac Élysée, par exemple, qui vient du FIS, donc d'un événement sportif, et là je vois les gens qui ont le sourire. Tout simplement. Tout simplement, ça leur met le sourire de savoir que ça a déjà été utilisé quelque part à quelque chose. C'est dans des collèges ou dans d'autres endroits, effectivement, avec Valdelia, il y a des moments où il y a eu des déconstructions sur place. Au moment où on enlevait directement des bureaux, c'était RK et GAM, donc à Montpellier, qui a récupéré tous les plateaux pour pouvoir l'utiliser aussi pour faire autre chose. Et ben, directement, quand aux gens, ou même aux élèves, ou autres, si on leur explique en fait que c'est pas un truc, c'est pas un vieux machin qu'on a été trouvé à la déchetterie ou dans la poubelle parce que c'est du réemploi. Le réemploi, c'est pas cher, c'est ouais, bon, allez, on va un peu le gratter, on va un peu lui mettre une petite couche de peinture, mais ça n'a pas été cher. Non, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a des gens qui se sont penchés dessus. Ça, l'école nous qu'on a faite à Jacou, là, déjà simplement en diagnostic, des gens sont venus nous voir en disant qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va être démonté? Pourquoi vous comptez prise par prise? Pourquoi vous regardez? Ah, j'aimerais bien récupérer, moi, de ces chaises, de ces bureaux, etc. Enfant, j'ai été dessus. J'ai déjà été à cette école-là. Maintenant, c'est mes enfants. Et je vais pouvoir continuer à raconter cette histoire. Et on s'aperçoit que l'histoire, effectivement, le petit truc en plus qui n'est pas comptable du tout, qui est pas vraiment objectif, c'est du rêve et du subjectif, eh ben c'est un déclencheur super important. Ce qui est rigolo finalement, c'est que nous, la porte d'entrée avec laquelle on est arrivé sur le projet pionnier du collège, c'était d'abord la porte d'entrée environnementale. C'était la démarche bâtiment durable Occitanie, on vise le niveau or pour le collège, etc. Comment on peut faire encore mieux? Eh bien, le réemploi, c'est une solution. On vous l'a présenté, je ne vais pas redire les raisons et les réponses qu'il apporte. Mais finalement, quand on passe du point de vue vraiment opérationnel et comment on arrive à faire passer le pas aux personnes, c'est pas tant l'aspect environnemental qui compte, c'est vraiment la poésie, l'histoire et la beauté quelque part du geste qu'il y a derrière. Donc on parle d'histoire, on parle d'économie de ressources. Maintenant, on l'a abordé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne. On a beaucoup parlé de la construction neuve et comment on fait pour intégrer les matériaux. On n'a pas tant que ça parlé de la création de la matière, du gisement, comment on fait pour l'extraire, comment on fait pour le suivre. Est-ce que, Elisabeth, tu peux repréciser les obligations de traçabilité qu'il y a quand il s'agit d'une ressource, comparativement à quand il s'agit d'un déchet? Eh ben, c'est simple, si on est sur du réemploi, donc on est sur des lots qu'on a déposés et puis qui sortent du chantier pour être réemployés quelque part et qu'on fait bien son tri par un opérateur qui a la capacité de vérifier qu'effectivement c'est bien du réemploi et que c'est pas des vieux trucs amiantés en mélange. À partir de là, en fait, il n'y a plus d'obligation de traçabilité. Donc, cette fameuse fiche de traçabilité, elle contribue surtout à démontrer effectivement qu'on n'était pas sur un déchet puisqu'il y a bien un opérateur qui a vérifié avant que ça sorte. Et donc, si ça finit dans la décharge sauvage un petit peu plus loin, le maître d'ouvrage qui se fera identifier via ces matériaux-là pourra dire « Ah non, mais moi, quand c'est sorti, c'était pas un déchet, donc j'ai pas de responsabilité ad vitam aeternam. Ma responsabilité, elle s'est arrêtée au moment où je l'ai cédé à un repreneur, quoi. » Et donc, c'est le repreneur que l'administration pourra aller gentiment chercher. Donc ça, c'est pour les matériaux de réemploi. Donc, encore une fois, la fiche de traçabilité, elle contribue à protéger la maîtrise d'ouvrage. Elle n'est pas obligatoire. Elle peut contribuer justement au storytelling et à donner une histoire à ces matériaux et compagnie. Mais ce n'est pas une obligation. A contrario, à partir du moment où vous avez des déchets qui sortent de votre chantier, pour les déchets dangereux, il y a l'obligation de traçabilité avec track déchets. Donc maintenant, c'est un petit bordereau numérique. Et puis pour le non dangereux, vous n'avez pas d'obligation de bordereau, mais vous devez tenir un registre de suivi des déchets sur le chantier. Donc encore une fois, c'est une obligation qui pèse sur les producteurs et les détenteurs. Donc le maître d'ouvrage est censé aussi vérifier que l'entreprise le fait correctement. Mais voilà, pour tout ce qui est non dangereux, en tout cas, il n'y aura pas besoin de suivre. Après, ce qui se passe en pratique, c'est que par exemple, vous avez aussi l'obligation de tri à la source maintenant et de collecte séparée de 7 flux sur le chantier pour le carton, papier, plastique, verre, fraction minérale et compagnie, plâtre. Et donc pour cela,
vous pouvez avoir une demande d'audit de l'administration pour vérifier que vous avez bien fait ce trait à source et cette collecte séparée. Et pour vous en assurer, ce qu'il faut, c'est avoir les certificats de dépôt ou l'attestation 7 flux qui est remis par le prestataire de déchets. Donc encore une fois, pour ce type de flux, ces 7 flux-là, même si on n'est pas sur une obligation de bordereau, vaut mieux établir une traçabilité. Ouais. Isabelle Asselin, une petite précision justement sur ces logiques de... On a des chantiers, on veut faire des boucles interchantiers. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre dans ce projet pionnier? Et si peut-être il y a d'autres expérimentations qui sont en cours auxquelles nous, on ne serait pas informés. Du coup, quand on a commencé à réfléchir concrètement au gisement de ressources pour le chantier de Castelnau, on s'est rendu compte qu'on avait un chantier à Grenade qui allait commencer là maintenant, il commence à peine. Un pôle routier qu'on transforme en maison des solidarités. Notre maîtrise d'œuvre interne avait prévu de faire une déconstruction, mais de ne rien réutiliser. Et du coup, on a fait une visite avec Suzanne et Fabrice de ce site, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à récupérer, notamment au niveau technique. Quelques luminaires, alors ça pouvait être aussi un portail, un bout de clôture. Enfin bon, il y a eu une liste assez intéressante. Et ce qui est, c'est quand même assez, on va dire, marginal par rapport aux quantités du chantier. Mais finalement, ce qui est le plus positif, c'est que chez nous, nos architectes en interne se sont dit, mais pourquoi on ne l'a pas utilisé pour notre projet? En fait, on rebâtit sur le même site. Pourquoi ils se sont sentis un petit peu à côté de la plaque, entre guillemets. En tout cas, ils se sont dit, la prochaine fois, on fait autrement et on réutilise, on fait du réemploi sur site. Donc pour moi, je pense que c'est finalement l'aspect le plus positif de ce petit épisode-là. Voilà. Et du coup, ça a amené nos collègues maintenant, comme je le disais tout à l'heure, à envisager le réemploi de manière systématique sur les projets. Donc, notamment, on a des sanitaires qui ont été refaits cette année et tous les sanitaires ont été réutilisés. Voilà. En tout cas, ça pose un gros sujet, c'est celui derrière du point de vue opérationnel de la logistique. Qui vient récupérer, qui vient collecter. On a avec SPI, donc avec David et son collègue, ils ont fait une visite sur un chantier pour essayer de faire une boucle, mais finalement la dépose et ils n'avaient pas les ressources pour le faire, donc il faut un acteur intermédiaire. On a des systèmes de collecte qui parfois sont gratuits, c'est-à-dire on va donner la ressource. On a d'autres systèmes de collecte où des prestataires vont proposer un rachat de la ressource parce qu'il y a des vraies filières qui sont déjà matures. Donc tout ça, c'est que du cas par cas. Et c'est assez finalement compliqué. On a évoqué Valdelia qui fait partie des éco-organismes et donc qui ont une logique aussi de faire maturer la reprise pour faire du réemploi. Mais tout est absolument à structurer. Il y a des maillons manquants, il y a des reconditionneurs manquants aussi. Et du coup, ça se répercute souvent sur les coûts. On ne l'a pas abordé et justement, c'est une question qu'on veut traiter aujourd'hui. Qu'est-ce que coûte le réemploi? Suzanne, peut-être que tu peux déjà intervenir sur l'accompagnement que ça nécessite aujourd'hui pour l'encadrer finalement, puisque ce n'est pas une pratique courante. Alors oui, j'ai évoqué tout à l'heure au début de la présentation le fait qu'on a une accumulation parfois d'acteurs, un AMO en plus, on a discuté tout à l'heure avec Elisabeth, le fait que souvent le bureau de contrôle, on doit lui rajouter une couche pour que justement il appose son tampon sur certains matériaux, mais c'est surtout une prise de temps et on va dire de qualifier la matière, de faire les bordereaux de session. Fabrice tout à l'heure l'a dit, de faire la recherche, de le valider, de valider l'esthétisme auprès de la maîtrise d'œuvre, parce que voilà, il faut s'assurer que ça colle en termes que le carreau qu'on a choisi, c'est pas nous qui allons choisir, c'est quand même l'architecte, que la maîtrise d'ouvrage aussi, elle l'accepte, elle te dise oui bon c'est bon là, ça correspond à ce qu'on veut, l'éducation nationale aussi serait prête à accepter. Enfin voilà, il y a toute cette notion d'acceptance du réemploi, elle est nécessaire à chaque étape
Mais en tout cas, on voit qu'on a quand même un transfert de valeur entre la valeur du matériau vers la valeur de la main-d'œuvre et du temps passé. Et ça, je pense que c'est important. Et peut-être que, je pense à toi, David, Emmanuel, tu peux peut-être nous expliquer un peu comment tu as fait déjà pour chiffrer, parce qu'on te balance un CCTP et on te dit, vas-y, chiffre du réemploi. On l'a dit il y a 1 an et demi, là où la structure n'était pas structurée. Donc, explique-nous comment tu as fait pour savoir et quelle est la valeur pour toi du réemploi que tu as estimé sur Castelnau, peut-être rapidement. Parce que toi qui es acheteur en plus pour ta boîte, tu es plus que... Oui, la question des finances, elle est centrale, parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a un peu tout sur le marché. Il y en a même qui ont compris qu'on avait besoin de ce réemploi, parce qu'on a parlé de pénalité. Donc certains ont compris qu'ils pouvaient nous vendre ça au prix du neuf, parce que ça vaut de l'or aujourd'hui un stock ancien, parce qu'il faut faire du green. Donc on va vous le vendre au prix du neuf. Donc il faut le savoir. Donc c'est pas tout le temps une source d'économie. On pourrait croire qu'on est sur le bon coin à chiner et que c'est génial, et pas du tout. Donc effectivement, il y a la matière première, au début, et après il y a tous les coûts de logistique, de recherche, d'approvisionnement, d'assurance, de tests. Donc là, on a découvert tout ça, épuisé les nerfs d'un peu tout le monde. Mais bon, alors c'est l'exercice qui est intéressant, et on voit, maintenant, on a débroussaillé, on trouve les chemins, on comprend, et en fait, on apprend à fonctionner. Pour ce qui est du chiffrage, on était parti, nous, sur le prix du neuf. Voilà, parce que c'était ce qui semblait le plus cohérent. Ça coûte plus cher que le prix de neuf, je peux vous le dire, maintenant. Mais il faut se lancer, il faut faire tourner la machine, il faut mettre une pièce. Et j'échange avec des fournisseurs et je leur dis, j'ai pas avec vous l'approche que j'ai avec un fournisseur classique. On est là pour vous aider, on va travailler ensemble. Je cherche pas à gagner d'argent, il faut que je fasse opération blanche, voire même vous aider un peu, c'est pas grave, mais il faut qu'on fasse le truc ensemble. Allez me chercher ce chemin de câble, ramenez-le, on va le poser. Si c'est pas sur ce chantier-là, il y en a d'autres qui arrivent en réemploi, mais on tente, on se lance, on avance, on s'aide mutuellement et on apprend à fonctionner. Aujourd'hui, c'est un peu la démarche qu'on a, parce que de toute façon, on voit le futur, on voit votre motivation, donc il faut qu'on le soit aussi et qu'on vous suive. Merci. Peut-être Hélin et Yvalin, peut-être vous pouvez nous dire aussi, vous, en termes de fer, ce que coûte le réemploi aujourd'hui, et est-ce que cette valeur ou cet équilibre du matériau de réemploi entre matériaux neufs et matériaux de réemploi, ça se vérifie aussi dans vos activités ? Du coup, donc moi, ce que je vais pouvoir dire, c'est que le réemploi, de façon générale, c'est pas moins cher que le neuf. D'accord, je rejoins David, on n'est pas sur le bon coin en Chine. C'est-à-dire que, par contre, l'avantage qu'on va avoir, c'est que on va être beaucoup moins, on va dire, on va beaucoup moins subir le prix de l'inflation des matériaux, puisque la dépose d'un parquet, c'est de la main d'œuvre et on va dire que celle-là est plus ou moins stable, ou du moins elle n'est pas autant variable que les matériaux. Et après, déposer un parquet en chêne ou déposer un parquet en pin, c'est plus ou moins quand même le même processus. Donc, c'est plus ou moins le même prix à la sortie. Donc, c'est sûr qu'un parquet en chêne en réemploi, lui, par contre, il va tendance à être moins cher qu'un parquet neuf. Mais par contre, si je prends un parquet en pin, on va rester plus ou moins sur le même prix. Après, ça va aussi dépendre du gisement. S'il y a un gisement, il va se déposer super facilement. Il ne va pas avoir besoin de beaucoup de reconditionnement. Et certains, il va falloir, on récupère un plateau, il va falloir le reboucher, il va falloir le reponcer, le retraiter. Finalement, il y a des clous à plein d'endroits, du coup, il faut enlever 10 cm sur le bord, du coup, on perd beaucoup de matière. Donc, c'est assez variable. On apprend en faisant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 2 opérations identiques. Mais aujourd'hui, voilà, ça progresse. Et ce que j'aime bien dire, c'est que on utilise plutôt la matière grise de nos cerveaux que l'énergie grise des matériaux. Ouais, une belle expression. Pour moi, je sais qu'à chaque fois que je monte moi dans le camion, que je mets la clé dans le camion ou autre, ça y est, la machine à compter, elle commence à tourner. Après ça, je vais chercher, on va chercher par exemple du parquet. Je sais que j'arrive à chiffrer combien de temps va durer mon chantier, qu'est-ce qu'il va me coûter. Par contre, derrière,
tant que j'ai pas fini, tant que j'ai pas déposé, et tant que tout n'est pas stocké, tant que tout n'est pas reconditionné, remis en palette, combien je vais en sauver, combien je vais en avoir. Est-ce que mon parquet, par exemple, pour prendre justement là, quelque chose de très très précis, sur ce parquet, on avait fait un devis de dépose, de reconditionnement et de livraison. On avait 800 mètres carrés au départ. Nous, ce qu'on a mis, et tout à l'heure, je vous ai dit obligation de moyens, pas de résultats. Alors là, moi, à chaque fois, je fais des réserves dans tous les sens. C'est aussi un peu mon habitude, moi, de travailler dans de l'ancien, où on ne sait pas ce qu'on va découvrir quand on réhabilite vraiment un MAS, quelque chose de vraiment très vieux. Là, de la même manière, donc c'est obligation de moyens. On va faire tout ce qu'on peut pour en sauvegarder. Et a priori, on va essayer de vous en livrer. Alors, je ne sais plus, sur les 800 mètres carrés, je crois qu'on était à 20% de perte. Donc, faites le chiffre, on devait livrer 600. On s'engageait à essayer de livrer 630 mètres carrés. On en a livré 650. Ouf, on est passé un petit peu au-dessus. Et on a encore de la matière maintenant. De la matière, parce que c'est du parquet où les languettes, soit la languette, soit la rainure étaient trop abîmées. 650. T'as dit 150. Ah pardon, 650, on en a livré 650 mètres carrés, ouais, pardon. Donc effectivement, là, ça a été une bonne opération pour la maîtrise d'ouvrage qui a gardé la propriété de ce parquet. Ils ont un parquet en chêne, donc à autour de 40-45 € le mètre carré, pour un parquet qui est de super qualité, qui n'a pas de nœuds, qui n'a pas d'aubier, etc., qui pourrait valoir en prix neuf entre 80 et 100 €. Alors effectivement, ça serait un parquet en pin, on en aurait cassé beaucoup plus, parce qu'il est beaucoup plus fragile, et il vaut beaucoup moins cher, donc c'était peut-être moins intéressant. Mais comme moi, je sais que pour moi, là, c'est quasiment personnel, hein. J'ai énormément de mal à mettre des prix de vente tant que je n'ai pas la chose directement en magasin. Parce que sur un autre parquet, là, c'était une mezzanine de 25 mètres carrés, on a sorti 3 mètres carrés. Pourtant, c'était un parquet très récent, en châtaignier, 23 mm, vachement joli, etc., posé par un professionnel quelques années auparavant. Mais seulement, vu comme il était posé, ça, on n'avait pas pu le voir tant qu'on n'avait pas commencé à le démonter. C'était des clous, je peux rentrer dans la technique, c'est des clous tête très plates, bien larges. Donc, en le démontant, on en a cassé, mais plus des 3/4. Il nous est resté quelques mètres carrés. Donc, tant que ce n'est pas fini, et moi, la vente sur pied, si vous voulez, la vente sur pied où on dit, bah oui, j'ai une ressource, j'ai X mètres carrés de portes, de fenêtres, etc., que je vais pouvoir replacer ailleurs. Tant qu'elle n'est pas déposée, tant qu'elle n'est pas nettoyée, tant qu'elle n'est pas révisée, je ne suis pas sûr de ce que je vais avoir. Donc, très compliqué de faire un prix, mais sinon, quand même, pour revenir juste au départ, effectivement, moi, je dis, ça va être cher, l'une des premières choses, mais on va essayer de ne pas être plus cher que le neuf. Parce que la limite, c'est un petit peu, c'est ça, c'est le prix du neuf. On essaye de ne pas être au-dessus. Alors, merci. Je pense que ce qu'on voit aussi, c'est que tu parles aussi de montée en compétences et de valeur métier, de savoir comment c'est monté, comment ça se démonte, comment ça se prépare, etc. On passe sur la dernière question de cette table ronde et comme ça, après, on passera peut-être aux questions. La dernière question, c'est comment s'est installé le réemploi et quel est le meilleur moyen de massifier ou en tout cas de faire perdurer ce réemploi et qu'est-ce que ça induit comme changement aussi de pratique au sein de vos activités. Et là, on va faire intervenir un peu en table de fin, donc un peu tous les acteurs pour savoir comment est-ce que ça engage un changement de pratique et un changement du paradigme de construire avec le déjà là et avec le réemploi. Peut-être commencer avec le CD31. Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques au sein? On l'a un peu dit, mais c'est juste de peut-être faire passer le message fort à notre auditoire, savoir qu'est-ce que ça a changé pour vous. Je dirais qu'il faut anticiper et prévoir le réemploi dès le début des projets. C'est mieux. Comme ça, on a une maîtrise d'œuvre qui partage l'objectif et voilà, et ça permet d'adapter peut-être le projet aussi. Voilà. Donc après, il faut être flexible. On l'a dit un peu aussi tout à l'heure. Si on a un CDI où on a prévu un parquet sur toute la surface et puis on n'a qu'une partie
qui est disponible en parquet et qu'il faut compléter avec un autre sol, oui, ok, allons-y. Donc ça demande de la flexibilité de la part de la maîtrise d'œuvre pour ses choix esthétiques et de la maîtrise d'ouvrage. Et parfois aussi, on peut être flexible sur des durées de garantie, comme on a eu sur des luminaires, je crois, à Castelnau. Les pièces du marché prévoyaient 5 ans de garantie. Vous nous avez dit, non, en réemploi, ce sera plutôt 2 ans. Et puis, ok, on part sur 2 ans. Voilà. Donc, anticiper et s'adapter, je dirais. Mais c'est très fédérateur, voilà. Ça donne du sens à nos métiers, c'est très fédérateur, voilà. Là, ça a été moi qui suis quand même dans le rendement, la rentabilité, toutes ces choses-là bien sympathiques. Ça a été de changer de casquette et de comprendre pourquoi on fait ça, de mettre la casquette citoyen et la casquette environnementale. Et ça donne de la motivation parce qu'il faut sortir de notre ligne habituelle. C'est vrai qu'on a fait ce chantier après la pandémie, augmentation des prix, plus de matières premières, enfin peu de matières premières avec des délais incroyables, moins de ressources de personnel. Et à ça, cela rajoute effectivement leur emploi. Bon, mais il a fallu s'armer et se motiver. Mais pour ça, il faut aussi des convictions, je crois. Alors la question, j'ai l'impression que c'était comment faire pour massifier aussi à l'avenir, etc. Je pense que moi, bien sûr, avec ma casquette, j'ai envie de vous dire, on attend que les assureurs se bougent. Et je pense que quand il y aura un grand feu vert des assureurs sur le réemploi, on aura réglé 90% du sujet. Pour le surplus, je pense qu'effectivement, enfin mon avis, moi qui vois toute la chaîne et tous les acteurs, je pense qu'une des très bonnes solutions, c'est vraiment le reconditionnement au sens juridique du terme, c'est-à-dire que vous avez un acteur derrière qui revalide des performances. Ces acteurs-là, en plus, il y a vraiment cette opportunité de recréer des filières françaises aussi et une souveraineté en termes d'approvisionnement pour la construction. En plus, je pense que ça plaira énormément aux assureurs et ça permettra d'avoir des garanties pour ces matériaux-là qui matchent un peu plus avec celles du neuf. Voilà. Donc je pense que ces acteurs-là, développer ces nouveaux métiers et arriver à massifier certaines familles de matériaux au fur et à mesure, je pense que c'est la clé et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc pour moi, on est sur une très bonne voie. Du coup, moi, je dirais, pour pouvoir massifier, c'est prendre en compte, justement anticiper, prendre en compte cette matière dès le début, dès la conception, et avoir un projet qui s'adapte à la matière et pas la matière qui s'adapte au projet. Ça nous permettra de plus en plus pouvoir justement massifier ces éléments-là. Et puis après, ce qu'on a un peu dit depuis le début, c'est-à-dire que le réemploi, c'est une chaîne, il y a plein de maillons, il faut que tous les maillons arrivent à bien s'assembler pour arriver à faire une chaîne qui tourne bien. Et la logistique et le stockage sont un des maillons importants. Et du coup, en effet, là, les pouvoirs publics doivent faire comme ce qu'ils ont pu faire à Montpellier. Ça peut être fait sur le territoire toulousain et de l'autre côté du coup du territoire occitan, nous permettre d'avoir ces outils à disposition pour pouvoir justement arriver à concurrencer le neuf et pour pouvoir le massifier. Moi, par rapport à mes pratiques, je dirais pas que ça a changé grand-chose, que c'est un peu l'ADN, nous, en fait, de masse réemploi, de faire ce genre de choses. Par contre, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble est en arrière de tout ce que vous avez dit jusque-là, c'est du point de vue de l'emploi. Nous, on est en plus entreprise d'insertion, et l'emploi qu'on va avoir sur le reconditionnement, la dépose, tous les métiers là, qui sont derrière, en fait, tous les métiers, il faut aussi des personnes. Il faut non seulement la matière, on a beaucoup parlé matière, là, mais on a, je pense pour tous en arrière-plan, le fait que cette matière, elle est déplacée, elle est occupée par quelqu'un, par quelques-uns, par beaucoup de gens. Et quand on compare, alors j'ai plus le chiffre exact, mais il doit se retrouver, je l'avais trouvé dans un Hors-Déco Île-de-France, entre le nombre de personnes nécessaires pour enfouir 100 tonnes ou 1000 tonnes de déchets et le même nombre de personnes qu'on pouvait,
je ne vais pas dire utilisés, mais qui étaient employés à ce moment-là pour faire du reconditionnement, etc. C'était de 1 à 10 ou même peut-être beaucoup plus, quoi. Et ça, vraiment, le fait de générer en plus de l'emploi qualifié, de l'emploi à tous les niveaux de qualification, des emplois en même temps qui sont, ça s'appelle valoristes, hein, sinon nous, les personnes qu'on a sur nos plateformes, valoristes, et je vois avec tous les gens, nous comprend en insertion, tous les gens qu'on prend aussi sur des chantiers en CDD, donc très courts, quand ils en parlent à leurs proches, quand ils en parlent à d'autres gens, à chaque fois, les gens leur posent des questions, c'est super valorisant, et pouvoir redonner des emplois plus ou moins simples, plus ou moins effectivement complexes à des personnes qui ne pouvaient ne pas en avoir, ou qui en avaient déjà, mais qui ont voulu changer à un moment, c'est pouvoir redonner aussi de la dignité, de la fierté, quoi, aux gens. Et ça n'a pas vraiment de prix, même si effectivement, il y a bien de l'économie aussi à faire à un moment ou à un autre. Mais tout ce côté de l'emploi, quoi, vraiment sur le réemploi, et ce n'est pas juste le réemploi des personnes, c'est super important. Et là, on a vraiment quelque chose, effectivement, à jouer pour tout le monde. Et je vous dis, ça remet... Quand on raconte l'histoire en fait du matériau, mais quand la personne raconte l'histoire de comment elle a fait pour le déposer, comment elle l'a nettoyé, etc., ça redonne la banane à tout le monde. C'est quand même vachement bien. Sur Ouna Ingénierie, du coup, au niveau du changement des pratiques, je pense qu'il faut vraiment être très très agile. C'est-à-dire qu'il faut savoir rebondir à droite, repartir à gauche, se mettre sur la casquette du diagnostiqueur, sur celui de l'accompagnateur, en prenant en compte les enjeux de l'entreprise, mais aussi l'intérêt général, etc. Donc ça demande beaucoup d'agilité. En tout cas, nous, avec Suzanne, on s'efforce à vraiment monter en compétences et à partager tous les savoirs qu'on arrive à recentraliser, à coordonner aussi les acteurs du territoire. La vision vraiment du groupe Seuil, elle nous encourage à investir un maximum d'énergie là-dedans. Et pour le massifier, voilà, il nous manque quelques acteurs opérationnels, toujours CBI. Donc voilà, on dépasse un petit peu nos missions premières, mais on crée des temps d'échange supplémentaires. On essaie de trouver les catalyseurs pour engager l'étape d'après, la troisième, la plus dure, organiser le territoire. Et j'espère que ça sera massifié le plus rapidement possible et que tout le monde trouvera son compte. Donc le message sous-jacent de Fabrice, c'est bien de dire qu'aujourd'hui, il nous faut une plateforme physique de réemploi à Toulouse. Voilà, je fais passer le message clair et net si c'est pas clair. Ça me fait profiter tous les acteurs aujourd'hui qu'on avait autour de la table ronde. Je les remercie beaucoup. On fournit leur levier pour massifier le réemploi. Ça me permet d'introduire juste l'arbre à palabres que vous avez sur notre gauche, sur votre droite. Ici, on vous pose exactement la même question, donc n'hésitez pas à fournir aussi vos idées pour massifier, vos leviers pour massifier la pratique du réemploi. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions-réponses. Peut-être est-ce qu'il y a quelques questions que vous souhaitez poser à nos experts, à nos aventuriers qui sont autour de la table? On a la chance en tout cas d'avoir des personnes qui représentent l'ensemble des types d'acteurs pour la chaîne du réemploi. Donc n'hésitez pas à profiter de ces 5 minutes qui nous restent pour respecter le timing. Et sinon, on part pour un rafraîchissement. Hein. En tout cas, merci pour votre attention. C'est 2 heures consécutives, donc bravo à vous.